Carla Moro est-elle réellement menacée par la mafia? Bastos nous manipule avec sa nouvelle plateforme Kik. Magali Berda lance un nouveau concept qui risque déjà d'être une escroquerie. Ou encore Vincent Queijo qui serait en couple. Aujourd'hui, pas mal de choses à voir dans cette nouvelle émission. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Mixeuse Tea, votre émission du dimanche qui revient sur toute l'actualité, télé-réalité et people. Vous allez être ravis aujourd'hui car c'est le retour de la mise au point, c'est le retour de l'actu internationale. Je vous raconte tout ça dans quelques secondes. Avant toute chose, si vous souhaitez me soutenir, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner. Et nous, on se retrouve tout de suite pour la mise au point. Cela fait des semaines qu'on me bassine avec un retour de mise au point en me disant que du coup on n'a plus de conversation et qu'on est directement entré dans les actus. Et là j'avais 2-3 petites choses à vous dire, donc je me suis dit écoutez, mise au point s'impose. Premièrement, je veux revenir sur un commentaire de haters que je vois régulièrement en ce moment, parce qu'à chaque fois que je parle de Bastos, c'est pas pour dire des choses positives, et à chaque fois on me dit oui mais Rudy, sans Bastos tu n'as pas de contenu. Je me suis donc permis d'aller compter les actualités du dernier Mixeuse Tea. Je crois qu'on en a 20 si mes souvenirs sont bons, et sur ces 20, je parle une seule fois de Bastos. Donc ça veut dire que si j'avais fait sauter cette actu, je crois que l'émission aurait duré 3 minutes de moins et elle aurait quand même eu lieu. Je veux dire, je comprends que ce soit le gourou d'une immense secte sur internet, cependant, s'il vous plaît, il faut doser. Je parle de Bastos quand il faut parler de Bastos. Cette semaine, c'est le cas. Je crois que les semaines précédentes, on n'en avait même pas parlé. Pareil pour les lives. Donc on arrête de me casser les pieds avec cet homme. Il fait l'actu, il sait très bien ce qu'il fait. Mon travail est de parler de l'actu. A plus B égale, je parle de Bastos. Deuxième petit point, alors là, c'était plutôt une critique constructive. Lecture, j'ai noté ça parce qu'en fait, il y a une personne, et c'est pas la première fois, qui me dit qu'on trouve que je lis beaucoup mes notes. Les amis, il faut savoir qu'il y a, genre, surtout aujourd'hui, environ 15 parfois à 25-26 actualités dans Mixeuse Tea, et c'est quand même plus intéressant pour moi, je trouve, de parfois rester sur mes notes pour vous donner les informations telles qu'elles sont et comme elles le sont finalement, au lieu de me mélanger les pinceaux. J'en ai jamais parlé, mais j'ai quelques troubles dans la tête qui font que parfois je me mélange les pinceaux, que je vais un peu trop loin ou pas du tout, et en fait mes notes me permettent de vraiment rester centré. Donc je peux comprendre que ça dérange, je peux comprendre aussi qu'on se dise je regarde pas du tout la caméra, etc. Je vais essayer de faire au maximum d'efforts là-dessus, mais ça prendra un petit peu de temps. En tout cas, je remercie les personnes qui me l'ont fait remarquer de manière constructive et non pas comme avec Bastos. Dernier petit point, le retour de la mise au point, oui ou non. Alors ça, je peux pas vous l'assurer. En fait, je pense qu'il y aura des mises au point comme aujourd'hui quand j'ai 2-3 choses à vous dire, que ça mérite en fait de prendre 2 petites minutes au début pour discuter et pas forcément faire des mises au point pour faire des mises au point. Mais je sais que ça manquait à certains et certaines qui m'ont dit mais Rudy, tu discutes plus avec nous, genre tu nous balances directement les actus et tout. Écoutez, quand il y aura quelque chose à dire maintenant, je m'engage à vous faire des mises au point. Enchanté, Rudy Coppel, bienvenue sur Mixeuse Tea. Ceci étant dit, on va rentrer dans cette émission parce que vous allez voir qu'elle est extrêmement longue aujourd'hui. Alors d'habitude, là en ce moment, on était sur des émissions de environ 1h, 1h10. Je pense que cette semaine, on va frôler les 2 heures, peut-être un peu moins, mais je pense qu'on va rapidement frôler les 2 heures en vue de tout ce qu'on a à traiter. Donc si je me l'équifie au fil de la vidéo et si vous voyez des petits changements de tête, etc., c'est normal, il y aura des pauses, retouche make-up, des pauses verre d'eau, même si ici j'en ai déjà un. Donc voilà, installez-vous confortablement et bienvenue dans cette nouvelle émission. Et on commence avec les stories de la semaine. La première story de la semaine aujourd'hui revient sur Fidji. Fidji et Anas, on le sait, sont séparés. Il y a eu beaucoup de rumeurs autour de ça. Est-ce que Anas a une double vie en Algérie? Est-ce que tout ça n'est que pour du buzz? Parce que c'est aussi une rumeur que j'ai vu passer il y a quelques jours. Il y a des gens qui disent que cette rupture pourrait être orchestrée par Fidji et Anas eux-mêmes pour promouvoir la nouvelle musique de Anas. On sait que c'est malheureusement quelque chose qui se fait dans le milieu. Fidji a d'ailleurs répondu à ça en disant un truc du style « j'aurais préféré mais non pas du tout ». Et surtout, elle a confirmé la rupture avec quelques stories qu'on a pu découvrir lors des lives cette semaine. Sauf que je sais que tout le monde ne regarde pas les lives. Donc je me suis dit que j'allais vous en partager une ici aujourd'hui pour que vous ayez un petit peu justement le retour de ce qui se passe avec Fidji qui en parle. Alors, je vous préviens, je vous conseille de mettre cette story en x2 parce que s'il y a bien quelque chose qu'on n'arrête pas de dire en live dès qu'on regarde les magnétos de Fidji, c'est que cette dame est de tense. Genre vraiment, elle est très lente quand elle parle. Ses stories sont assez compliquées à regarder, je trouve. Donc si
vous avez l'occasion et si vous m'écoutez pas en podcast ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à passer cette vidéo en x2, histoire que vous puissiez entendre toutes les informations tout en ne vous endormant pas, surtout si vous écoutez ça tard le soir ou très tôt le matin. Dans tous les cas, je précise qu'on reste quand même sur une séparation et par conséquent, bah voilà, c'est quelque chose moi qui m'attriste évidemment, même si je n'ai pas forcément d'affect avec Fidji ou quoi que ce soit. Une rupture et une séparation, ce sont des choses qui restent compliquées à vivre, peu importe la personne, et j'ai un cœur, je reste humain. Donc courage à Fidji et à leur enfant. J'ai l'impression qu'il y a plus de personnes dans ma communauté qui sont en train de vivre ce que je vis ou qui ont vécu ce que je vis et tout, qui se sont séparés, tout ça. Avec des enfants, tout. Plutôt que de gens qui sont... Plutôt que de familles qui sont toujours intactes. Ce message-là, il est ultra gentil. Vous verriez les témoignages que je reçois au quotidien depuis que je discute un petit peu avec vous, sans trop rentrer dans les détails, mais voilà, vous voyez bien la situation. On dirait que toute ma communauté, elle a vécu ce que je vis. On dirait que toute ma communauté, elle est passée par là, ou que toute ma communauté, elle est en train de vivre cette phase-là. Et franchement, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, moi, je pensais que c'était une minorité, que j'allais avoir des personnes qui me suivent et qui allaient me dire, qui allaient me donner leur... qui allaient me témoigner leur vécu, etc. Mais on dirait que 90% des gens me témoignent leur vécu. On dirait que vous êtes à 90% séparés, divorcés, avec des enfants, vous êtes passés par là. Ou alors, j'ai aussi beaucoup de personnes, c'est pour ça que je publie pas et tout, qui m'écrivent et qui sont dans des relations de mariage où ça se passe très mal avec des enfants, etc. Mais ils restent, mais ils sont pas du tout bien, etc. Ils pensent à se séparer et tout, au quotidien et tout. Et je suis choquée. On dirait qu'il y a très peu de stabilité familiale de nos jours. Ou alors j'ai une communauté qui est passée par là. Mais j'ai plutôt l'impression que 2026, la stabilité familiale, c'est plus une priorité comme ça l'était pour certains à l'époque des anciens, de nos parents, de nos grands-parents et tout. Parce que là, c'est pas possible que je reçoive que des témoignages. Et du coup, bah, vu que vous êtes presque toutes passées par là, bah, vous me donnez tout le mode d'emploi pour le coup. Et vous me dites toutes une même chose, de me ressaisir. Wake up, Fidji. Sois belle, t'es magnifique. Reprends confiance en toi. Prends du temps pour toi. Kiffe ta vie, souris à la vie et tout. Vous avez tout un petit peu le même témoignage de comment là je dois prendre les choses en main. Mais en tout cas, je suis choquée parce que vraiment j'ai l'impression que bah, ma commu elle est avec moi ou alors elle est passée par là. Alors, vous vous êtes endormi ou pas? Jessica Tivna a bercé notre semaine sur les réseaux sociaux avec des bonnes nouvelles pour elle. On rappelle que dernièrement, elle a décidé de reprendre les rênes de ses entreprises Jailer Beauty et Bianochi. De base, c'était des entreprises qui étaient gérées par Thibaut et elle a repris les rênes toute seule. Donc Thibaut ne fait plus partie de l'entreprise. On l'a vu la semaine dernière et on a même vu qu'elle avait laissé un petit message positif envers Thibaut en mode on a vécu de belles choses, je lui souhaite le meilleur, patati patata, mais je reprends les rênes de tout ça. Il y a beaucoup de personnes qui se sont dit c'est une très bonne chose et une très bonne idée et en même temps on espère que ça va pas lui foutre une immense pression. Et en parallèle, elle a donc lancé une sorte de nouvelle box, enfin bref, un nouveau kit avec ses produits dont les bénéfices seront reversés à une cause qui est pour aider les femmes en difficulté. Finalement, que de choses positives. Eh bien, il faut sachez, Amélie Netten, il faut savoir que visiblement c'est carton plein, étant donné que quelques jours plus tard, elle a partagé plusieurs stories où on voit qu'il y a énormément de commandes, où on entend le fameux dring de Shopify. J'ai fait un mélange de Spotify et Shopify. Vous voyez pourquoi je dois rester sur mes notes? Et donc, c'est évidemment une story, une nouvelle et une vidéo qui ont fait beaucoup réagir et qui ont procuré beaucoup de plaisir envers sa communauté. Et je voulais vous laisser regarder, même si on en
a un petit peu parlé. Encore une fois, tout le monde ne regarde pas tous les contenus. Donc, dans MTT, je fais vraiment le gros recap. Passé. Je sais que vous les attendiez et tout, mais je m'attendais pas à ce point-là. En tout cas, je suis trop contente. Merci beaucoup, ça me fait vraiment trop plaisir. Ça s'arrête pas de sonner. C'est trop bien. Je suis trop contente. Je suis trop contente d'avoir repris cette aventure toute seule et de vous partager du coup des nouveautés. Oh là là. Attendez, je vous montre mon sac. Donc ça, c'est mon sac de plage. Voilà, il est comme ça. Je peux mettre plein de trucs dedans, il est immense. Je l'adore. Hop. Et ça, c'est la pochette que je prends avec moi que le soir. J'adore. Oh, mais mon Dieu. Oh, il y en aura pas assez pour tout le monde. Impossible. J'ai pas les mots. J'ai envie de chialer. Merci, parce que vraiment, je vous jure, j'ai failli abandonner l'aventure. Non, mais vous savez pas par quoi je suis passée ces derniers mois et c'était dur pour moi. Et j'ai vécu des choses hyper compliquées que vous avez suivies et j'ai failli abandonner tout abandonner. Je voulais recommencer à zéro. Et du coup, je suis trop contente là. Je me dis, mais non, en fait, meuf, t'as bien fait. Oh là là, je suis comme ça. Merci. Merci. Ça s'arrête pas, les gars, ça s'arrête pas. Merci, maintenant. Merci. J'ai pas les mots, je vous promets. Merci du fond du cœur, ça ne s'arrête pas. Il est 11h du matin, 11h15, j'ai sorti il y a 1 heure seulement. Et ça fait 1 heure, ça ne s'arrête pas. Ça peut vraiment être challengeant de reprendre tout ça toute seule, etc. Mais je trouve que Jessica va réussir à gérer et surtout, ça lui permet encore une fois de montrer que être une femme peut vouloir dire réussir, peu importe le milieu. Le retour de l'amitié Manon Tanti et Laura Lempicka. Alors ça, c'est le truc qui a fait jaser aussi toute la semaine. Manon et Laura n'étaient plus du tout amies, elles n'étaient vraiment plus du tout proches. On a appris du coup il y a quelques jours maintenant que leur amitié était de retour. Elles ont posté des petits contenus ici et là. J'en ai rapidement parlé la semaine dernière, mais on n'avait pas assez d'infos. Cette semaine, on en a un peu plus. J'ai notamment vu qu'apparemment, elles se sont expliquées avant le tournage des 50 All Stars, qui est bientôt en diffusion d'ailleurs, et que du coup, on n'aura pas de séquence clash ou quoi que ce soit dans les 50. On les verra juste se rabibocher et redevenir amis. Et les deux ont commencé à prendre la parole sur les réseaux sociaux pour expliquer. On a une story de Manon, on a une story de Laura. On apprend évidemment qu'elles sont en train de teaser l'émission en mode on peut pas tout vous dire, vous verrez ça bientôt en diffusion dans les 50. Il faudra regarder sur W9, patati patata. Donc elles savent très bien ce qu'elles font, elles font très bien leur travail. Moi, je vais pas vous mentir, c'était une amitié que je trouvais très belle de base et j'étais en mode un peu triste quand même que ça se déchire. On se rappelle de la confrontation qu'il y avait eu dans les Marseillais vs le reste du monde. Je crois que c'était dans le cross qu'elles s'étaient confrontées. Et donc là, on a eu quelques magnétos ainsi qu'une story écrite de Laura que je vais vous lire. Mais d'abord, regardez ce magnéto. Alors, comment est-ce qu'on a repris contact avec Laura? On a arrêté d'être Jooms il y a à peu près 2 ans et demi. Ok, pendant 1 an et demi, on ne s'est plus du tout parlé. Au moins 1 an et demi. Et là, il y a une petite année, il y a quelques mois, on a repris contact doucement, mais très cordial. On s'envoie des petits messages des fois sur Insta. Ah, en fait, tu sais comment faire ci, tu sais comment faire ça. T'as le contact de un tel, des petits trucs cordiaux. On s'était recroisés aussi une fois vite fait lors d'un déjeuner. On s'était dit bonjour, on avait papoté 1 minute, pas plus quoi. Cordial, que cordial. Et voilà, donc ça c'était pendant plusieurs mois. Par contre, on est redevenu Jooms il y a pas longtemps. Mais ça, je vous laisse le découvrir sur W9 très bientôt. Est-ce que j'ai encore la story écrite de Laura? Parce que comme je vous le dis à chaque fois, je supprime tout et ça, faut que j'arrête de le faire. Il faut que j'arrête de trier mes photos avant le tournage de MTT. Parce que je crois que je fais ça littéralement le jour d'avant. Alors, Laura, où es-tu? Je vais vous retrouver ça, ne vous en faites pas, ne vous désabonnez pas. J'ai retrouvé. On demande à Laura, es-tu heureuse d'avoir retrouvé ta Jooms? Parce que c'est vrai qu'elle s'appelle Jooms. Et Laura dit franchement, oui, je suis la plus heureuse. Il y a des amitiés qu'on croit perdues pour toujours. J'ai mis des mois à tourner la page, puis j'ai arrêté d'y croire. J'étais passée à autre chose, sans imaginer une seule seconde que la vie nous offrirait une deuxième chance. Laura Lempicka. Donc voilà, on est vraiment sur le retour d'une amitié, on dirait un couple qui s'est retrouvé. On verra bien ce que ça donne dans les 50, mais bon, je suis un peu content pour elle parce que comme je vous l'ai dit, c'était vraiment une amitié que moi j'aimais bien regarder. J'arrive vraiment pas à parler.
Avant-dernière story de la semaine, Magali Berda. On a 2 magnétos là concernant, donc je vais pas trop parler. Premièrement, visiblement, elle veut refaire des interviews pour les présidentielles 2027, mais surtout à travers sa prise de parole, elle a fait beaucoup réagir par rapport à ce qu'elle dit concernant les partis politiques, concernant bah voilà, ses prises de parole et certainement ses prises de position. Alors vous le savez, dans MTT, je n'aime pas forcément parler politique, mais là c'est Magali qui le fait et ça a fait beaucoup réagir. Donc pour ce premier magnéto, je vais pas forcément dire grand-chose. Je vais vous laisser regarder et vous m'exposerez votre avis. J'espère simplement pas qu'on va être de retour en mode interview présidentielle parce que franchement, une fois pas deux, c'est bon, on les a déjà vus. Il y a beaucoup de gens aussi qui se demandent mais en quoi est-ce que Magali est légitime à faire ce genre d'interview? Je vous pose la question également. Je vais vous annoncer en exclusivité que je vais reprendre mes immersions à la présidentielle cette année. Je pense que cette année, je vais me consacrer à ça. Voilà. Si. Comme j'ai fait en 2022, je pense que c'est l'année de la présidentielle. Et donc, cette année, je vais refaire mes immersions. Je pars avec tous les candidats à la présidentielle. J'avais fait Macron, moi. Ah oui, j'étais quelqu'un. Excuse-moi. Hein. J'ai fait Macron, les gars. Et j'ai fait Macron. 15 jours après, Mumbai s'est mis sur mes côtes. Je t'explique. J'ai fait tous les candidats à la présidentielle. Je les ai tous eus. J'ai eu Mélenchon, j'ai eu Le Pen, j'ai eu Zemmour, j'ai eu Hidalgo, j'ai eu Pécresse et j'ai eu Macron. Et en fait, au bout de 15 jours, j'ai fait Macron. Je te le jure. J'étais dans la une de tous les journaux. Parce que j'étais l'une des premières influenceuses, tu vois, à faire une immersion comme ça, etc. Ça cassait un peu les codes et tout. Là, ça a explosé. Mais vraiment, c'était incroyable. Et en fait, mais je faisais vraiment genre des questions, genre pourquoi on vote, quoi. C'est-à-dire, vous êtes qui? Pourquoi on va voter pour vous? Machin, etc. Non, je vais pas me présenter, moi. Laisse-moi tranquille. Écoute-moi bien, j'ai fait Macron. 15 jours après, il m'est arrivé tous les problèmes que vous connaissez. 15 jours après. C'était incroyable. Ça veut dire que vraiment, j'ai fait une success story et d'un coup, pouah. Voilà, maintenant que j'ai votre attention, on va pouvoir passer au second magnéto, étant donné que Magali Berda a décidé de lancer un nouveau concept et un nouveau projet. Elle a pour but de lancer sa house en live et c'est quelque chose qui a fait beaucoup réagir parce que des gens crient déjà à l'arnaque. Je vais aller prendre un petit article que j'ai vu sur le compte Instagram Télé-Réalité Live et je vous lis ça avant de vous laisser regarder Magali. Magali Berda relance un concept qui fait exploser les débats et si la prochaine télé-réalité se jouait en live shopping. Magali Berda prépare un projet inédit autour d'une house où 6 à 7 anonymes vivraient ensemble avec un objectif bien précis. Vendre en direct, créer du contenu chaque jour et apprendre les rouages du commerce en ligne. Au programme, plusieurs heures de live quotidien, des ventes en direct sur des plateformes spécialisées, des invités connus comme Hami, Nasdaq et d'autres influenceurs de son réseau. Sur le papier, certains y voient une véritable opportunité pour des inconnus de se faire un nom et de développer de nouvelles compétences, mais d'autres sont beaucoup plus sceptiques. Ils craignent que les participants deviennent une main-d'œuvre peu reconnue, travaillant au profit d'un concept dont les principaux gagnants seraient les organisateurs. Je vous laisse écouter Magali et vous me direz ce que vous en pensez. On va être la queen. On va être la queen. Non, parce que tout le monde m'appelle l'ex-reine. Il n'y a pas d'ex-reine. Voilà, Zaza, l'ex-reine de rien du tout. La reine tout court. Voilà, il n'y a pas d'ex-reine. L'ex-papesse des hommes. Quelle ex-papesse? Pourquoi l'ex? Pourquoi pas enterrer comme ça vivante, les gars? Je suis pas enterrée, moi, hein, vous inquiétez pas. Hein. Moi, j'ai la force du travail. Hein. Je suis pas enterrée. Tant que j'ai la santé pour travailler, vous inquiétez pas pour moi. Vous inquiétez pas, les gars. Inquiétez-vous pour vous, j'ai envie de leur dire. Tous les médias, là, qui m'écrivent l'ex-papesse des influenceurs, rien du tout, l'ex du tout. L'ex de Walou. Voilà. La future plus grosse reine qu'avant. Je vais monter la première house des liveurs. Ah oui. Par contre, c'est pas que pour les vacances, les gars. Je vous explique tous les jours, il faut aller travailler. Hein. Ah, le live obligatoire. Hein. Celui qui fait pas de live, il s'en va de la house. Il est viré. Voilà. Il n'y a pas de house. Celui qui est dans la house, il est là pour apprendre à bosser. Hein. Ah, il faut faire les colis par terre, il faut se lever, il faut aller. Non, mais vraiment. Il faut leur apprendre la vie. C'est comme ça. Bref, donc, je vous dirai quand je lance le casting. La dernière story de la semaine est assez société et concerne Mel ORL qui est partie en voyage presse avec une entreprise, une marque ou une agence, je ne sais pas exactement, et elle est allée en Californie. Et en fait, elle a été assez choquée de voir tout ce qui peut se passer là-bas déjà en termes de prix et aussi en termes d'inégalité. Et en fait, je trouve que c'est intéressant d'avoir une influenceuse qui prend la parole sur ça parce que quand on est un petit peu renseigné sur la Californie, on sait effectivement que malheureusement, il y a un énorme gap entre les riches et les pauvres. Je déteste ce mot, mais voilà.
Et en fait, la Californie, pour moi, c'est vraiment une carte postale un petit peu genre un mirage, en fait. C'est-à-dire qu'on va vous montrer que le beau, le positif, les belles rues, etc., etc. Alors que la réalité est qu'il y a énormément de pauvreté, que c'est littéralement scandaleux ce qui peut se passer là-bas. Et Mel ORL, du coup, elle nous en parle un petit peu. Bon, elle parle surtout du fait que les prix sont exorbitants, mais j'ai l'impression qu'elle s'est aussi prise une claque dans la gueule. Je trouvais que c'était intéressant d'en parler. Du coup, j'aimerais bien en discuter avec vous dans les commentaires. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui voyagent dans mes commentaires. Je vois des gens qui sont au Canada, je vois des gens qui sont à La Réunion, je vois des gens qui sont ici, des gens qui sont là. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez par rapport à cette histoire de Californie. Mais l'ORL, c'est à toi de parler. Les prix que la Californie, jamais. Genre, même tout à l'heure, on a fait le check-out de l'hôtel. Bon, nous, ce qui est cool, c'est qu'à la base, c'est l'agence de voyage Tourlan qui nous a tout payé. Donc, c'est une collaboration, donc forcément, on avait l'hôtel payé, on avait la voiture de location payée, on avait les billets d'avion payés, on avait énormément de choses payées. Donc, si vous voulez, je me suis pas trop penchée sur les prix au préalable avant de venir. Bah, j'aurais dû. J'aurais dû. Donc vraiment, si vous réservez les États-Unis et principalement la Californie, en fait, ils ont tellement de taxes que même si quelqu'un vous offre le voyage, sachez que vous allez en avoir pour le double. Vraiment. C'est genre, en fait, les prix qu'on t'indique, les prix qu'on affiche, ne sont jamais les prix finaux. Tellement qu'ils rajoutent des taxes et tout. Genre, par exemple, la nuit de parking, c'était $55. Ok, donc on est arrivé le jour où on est arrivé à l'hôtel, le gars de l'hôtel nous a dit c'est $55 le parking. Sauf que là, d'ailleurs, quand on a fait le check-out, c'était $55 plus 9,90 de telle taxe, plus 5,95 de telle taxe, plus. Et en fait, tu te retrouves à payer une note de $500 pour partir quand tu pars, alors que à part le parking, nous on nous avait dit $55 à la base. On s'était dit, vas-y, on rajoute $160, c'est bon, on a le parking. Bah non, en fait, tu te retrouves à payer le triple à cause des taxes. C'est de la folie. Vraiment, si vous venez vraiment prévoyez un budget large, parce que c'est vraiment facile de se faire avoir en fait. C'était tout pour les stories de la semaine et ça vous met un petit peu l'eau à la bouche et ça vous donne un petit peu le ton de ce MTT qui risque d'être assez long. On va pouvoir débuter le top actu et je commence avec Giuseppa. Giuseppa, en ce moment, elle se transforme et elle poursuit sa transformation. Elle est très investie dans le sport depuis plusieurs mois et elle partage régulièrement son quotidien. Mais derrière les séances d'entraînement et les progrès, elle reconnaît que maintenir cette nouvelle hygiène de vie, c'est pas aussi simple qu'il n'y paraît. Et évidemment, ça ne m'étonne pas. Alors ces derniers temps, Giuseppa elle a accordé une place beaucoup plus importante au sport dans sa vie, musculation, cardio, boxe, c'est ce qui rythme son quotidien, avec des objectifs qu'elle garde secrets pour le moment, sauf que cette discipline demande de la rigueur et aussi beaucoup d'énergie. Et elle a posté une story depuis la salle de sport et elle a confié qu'elle traversait un véritable coup de mou. Je cite, sérieusement, je pense que je n'ai jamais eu si peu envie de faire une séance, avec zéro plaisir, zéro entrain, je déteste me sentir comme ça, je me sens nul. En fait, selon elle, cette baisse de motivation s'explique par la chaleur et aussi une hygiène de vie en ce moment un peu moins rigoureuse que d'habitude, certainement avec l'été. Elle dit, je cite, la chaleur ça n'aide pas et mon hygiène de vie est moins bien que d'habitude, je mange moins bien et je le sens direct, j'ai moins d'énergie, la régularité c'est vraiment le secret, ça demande beaucoup de sacrifices sur les plaisirs de la vie quand on a des objectifs. Elle révèle aussi qu'elle travaille sur plusieurs projets personnels, pour le moment elle veut pas forcément en parler, ses objectifs elle les garde secrets, mais ce serait aujourd'hui sa principale source de motivation pour continuer à s'entraîner quasiment tous les jours. Je trouve que c'est assez intéressant de voir justement quelqu'un qui est à fond dans le sport, qui est à fond dans la transformation physique, qui est à fond dans tout ça, nous montrer que c'est pas forcément tout beau tout rose, que oui, faire du sport ça aide à se sentir bien, que manger bien ça aide à se sentir bien, mais je vous ai pas ici ce qu'elle montre aussi, c'est que elle aussi elle peut faire des excès, que elle aussi elle peut avoir des coups de mou, et je trouve que c'est super justement pas démotivant pour les personnes qui veulent se lancer dans le sport, qui veulent se lancer dans je reprends ma vie en main, etc., dans tous ces sens-là, et qui se disent voilà, là j'ai été manger un fast-food, je suis vraiment qu'une merde, là j'ai raté ma séance, je suis vraiment qu'une merde, etc. En fait non, tu vois, on est des êtres humains et on peut avoir cette régularité, mais on peut aussi se sentir mal à certains moments, et je trouve que c'est très bien que Giuseppa le montre. En parallèle des séances de sport, elle pratique aussi des séances de musculation, elle pratique de la boxe avec Sofiane Bellassène, je connais pas du tout cet homme, je connais pas le sport ni la boxe, qui serait triple champion de France chez les poids plumes.
et son entraîneur a salué cette implication, celle de Giuseppa. Donc malgré les coups de fatigue et tout ça, Giuseppa, elle sait quand même faire en sorte de nous remotiver et de se remotiver. Et encore une fois, son authenticité montre qu'elle est vraiment transparente sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas tout concernant Giuseppa, il s'est passé autre chose cette semaine. Elle s'est faite virer d'un grand frais parce que elle était en brassière de sport. Alors je vais vous laisser regarder le contenu que moi j'ai filmé pour TikTok, comme ça vous aurez toutes les informations et ses réponses, etc. Parce que là je ne les ai pas sous les yeux, j'ai juste noté parle de la brassière, point d'exclamation. Et j'aimerais avoir votre avis dans l'espace commentaire. Est-ce que pour vous c'est ok d'être en brassière au grand frais? Est-ce que pour vous c'est normal de se faire virer pour ça? Et les réponses de Giuseppa aussi, parce qu'il y a eu énormément de commentaires sous le contenu que vous allez voir que j'ai commenté. Et il y a beaucoup de gens qui disent que c'est de sa faute, qu'elle n'a pas à se trimballer à poil dans un magasin, etc. Alors qu'on précise qu'elle était en brassière de sport. Je vous laisse regarder mon contenu. Giuseppa se fait virer d'un magasin à cause de sa tenue de sport. On est où là? C'est quoi ce pays? Je ne comprends rien. J'ai vu ça passer sur le compte TikTok Télé-Réalité Live. En fait, on voit Giuseppa virée d'un supermarché à cause de sa tenue. Elle aurait dit, je trouvais ça injuste. En gros, il faisait quasiment 40 degrés. Elle est venue faire ses courses en brassière de sport. Elle dit qu'elle a été invitée à quitter le magasin, sa tenue étant jugée inappropriée. Je cite, je viens de me faire virer de chez Grand Frais parce que je suis en tenue de sport avec une brassière. J'ai trouvé ça injuste. La responsable a un problème avec les filles qui ont des formes. Je ne pense pas que ce soit juste une histoire de haut cours. Et en fait, sous la publication, on a énormément de commentaires. Il y a plein de gens qui prennent la défense de Giuseppa, mais il y a des gens qui se permettent de la descendre en disant genre sa tenue justifie le fait de... Enfin, le Moyen-Âge, j'ai pas compris. Giuseppa a réagi, je vous lis ça tout de suite. Mais avant toute chose, la meuf était pas à poil, elle était en tenue de sport, faut se calmer 5 minutes quoi. Et donc Giuseppa, elle voit le post de Télé-Réalité Live et elle dit, moi c'est bon, je prends plus de passettes sur les réseaux, je m'en fous, basta. J'étais en tenue de sport, pas en maillot, ni en sous-vêtements, il y en a ras-le-bol de sexualiser les femmes en permanence. Après on vient se plaindre, mais en même temps c'est à cause des femmes comme vous que notre société évolue de la pire des manières. Bref, fermez vos gorges, bande d'hypocrites. Ou encore, vive les brassières, je vous aime, les haters de vive les maxi décolletés, les jupes et vive juste les meufs qui s'aiment et qui s'assument. Si elles s'aiment avec un peu de tissu, chacun son problème. Moi, je ne vous juge pas avec votre mentalité limitée. Des paysans des années 1785. La pauvre. Soutien. On en reparle encore une fois parce que c'est le sujet du moment, le casting des apprentis aventuriers. Alors, cette année, on a quelque chose d'un petit peu plus nouveau, même si on n'a pas trop d'informations. Après plusieurs semaines de rumeurs, la chaîne dévoile les 7 binômes. Vous allez les voir, on va en parler. C'est vrai que je n'ai pas mis des photos jusqu'ici. Et on rappelle que le gagnant va remporter 10 000 €. Et cette année, ça s'appelle le secret de la perle noire. Si vous n'avez pas le concept, les candidats vont abandonner tout leur confort pour survivre dans des conditions très difficiles. Épreuves physiques, stratégie, gestion des ressources, vie en communauté, on aura des tensions. On a du coup des binômes qui ont été mis en avant, notamment Benoît Dubois et Manon Vanne, qui risquent d'être un binôme assez drôle mais assez fort aussi, parce que Benoît, quand il veut, il peut être très fort, et Manon également. L'équipe orange, ce sera Olivani et Louison. Donc Olivani, on a pu la découvrir dans Les 50 et Louison, on a pu le découvrir dans plusieurs téléréalités aussi. Je pense que eux, ils seront un peu le binôme stratège de l'aventure. Laurine et Tino sera aussi un binôme qui va faire beaucoup jaser, étant donné qu'ils ont fait pas mal de bruit sur l'île de la Tentation. Et là, on va donc les retrouver sur l'île, pas de la Tentation, l'île de la déchéance, littéralement. Et je pense qu'on va avoir beaucoup de séquences autour d'eux. Toujours de l'île de la Tentation, nous avons Emma et Quentin qui rejoignent l'aventure. Donc je trouve que c'est un peu dommage de recycler autant de binômes de l'île de la Tentation. On sait que l'île de la Tentation, c'est une émission qui fait pas mal d'audience. Mais moi, personnellement, ça ne m'intéresse pas de les voir dans Les Apprentis. Pour les grilles, on aura Anthony Matteo et Amy qui sont tous les deux des personnes qui vivent à Bali. Anthony Matteo, ça fait très longtemps que nous l'avons pas vu en télévision, et Amy, je crois que c'était la prétendante de Gab et aussi un peu son ex. Donc je pense que pareil, on va avoir des histoires d'amour, et pour moi, eux feront partie des grosses têtes de cette nouvelle saison des Apprentis. 6e binôme, Jad Leboeuf et Stéphane Rodriguez. Eux, je suis trop content de les voir dans Les Apprentis. J'espère sincèrement qu'ils vont gagner, étant donné que pour moi, ce sont vraiment des personnes qui méritent d'aller loin dans ce genre d'aventure. Ils se donnent toujours à fond, ils sont très stratèges, très physiques, etc. Je pense que si je regarde, ça risque d'être uniquement pour eux, et j'ai hâte de les voir, et j'ai hâte, j'espère, de les voir gagner. Dernier binôme, Morgane et Kayla, qui sera, je pense, un petit peu le binôme drôle des Apprentis. Je comprends pas pourquoi est-ce qu'ils vont sur l'île, étant donné que les deux adorent leur confort, adorent voilà, tout ça, et c'est littéralement, je pense, le binôme qui sera maltraité par eux-mêmes sur cette nouvelle saison des Apprentis aventuriers. Alors en termes de binôme, moi je vais pas vous mentir, ça ne m'intéresse pas de ouf. Stéphane et Jade, pourquoi pas, mais les autres, je suis un peu en mode ok.
Enfin, je sais pas si ça va faire des audiences, honnêtement. Et quand j'ai sondé un petit peu autour de moi, notamment en live, etc., il y en a beaucoup qui m'ont dit, bah écoute, Rudy, moi je vais pas regarder, c'est pas intéressant. On rappelle aussi que malheureusement pour eux, il y a eu un petit couac parce que de base, Julien Tanti et Manon Tanti devaient faire partie de l'aventure, mais avec tout ce qui s'est passé à Dubaï, bah, ils ont annulé leur venue, ils ont préféré rentrer auprès de leur famille et c'est trop dommage parce que si Julien et Manon avaient été présents, je pense qu'ils auraient tenu l'émission. Je pense aussi que la prod aurait fait en sorte de les garder jusqu'au bout parce qu'on connaît un petit peu leur rouage maintenant. Donc, le secret de la perle noire. Cette saison va introduire un nouvel élément de jeu mystérieux qui pourrait tout bouleverser. On sait pas trop de quoi il s'agit pour le moment. Il y a beaucoup de secrets autour de cette fameuse perle, mais la chaîne a assuré que cette perle allait jouer un rôle majeur dans cette nouvelle saison des Apprentis. Si vous avez des théories autour de cette fameuse perle, vous me direz. Moi, je pense que le fait de l'avoir, ça va peut-être faire en sorte que tu es nommé tout de suite, ou peut-être au contraire que tu vas aller plus vite tout de suite. Je sais pas, peut-être que c'est un avantage, un désavantage, j'en sais rien. J'essaierai de me renseigner quand ça sort pour vous en parler. En tout cas, pour le moment, ça ne me donne absolument pas envie. Sorry. On reste dans le monde du people, mais on sort de la télé-réalité. Je vous parle de Sylvie Tellier qui a balancé un petit peu sur les Miss. Alors, Sylvie Tellier, elle a été invitée sur un podcast qui s'appelle Boom Boom, qui est animé par Alexandra Rost. Et elle s'est confiée avec beaucoup de franchise sur son parcours, sa vision du concours et aussi l'évolution de Miss France au fil des années. On rappelle qu'elle a été élue Miss France en 2002 et elle a vu sa vue basculer du jour au lendemain. Après son année de règne, elle est restée au sein de l'organisation pendant de nombreuses années avant d'en devenir la directrice générale. Dans ce podcast, elle est revenue sur la façon dont elle a toujours vécu son sacre. Pour elle, être élue Miss France, c'est pas un dû mais une véritable chance. Elle explique qu'elle a considéré son élection comme un immense cadeau. À l'époque, il y avait une quarantaine de jeunes femmes qui participaient au concours et selon elle, beaucoup auraient mérité la couronne et c'est pour cette raison qu'elle estime qu'il est essentiel de rester reconnaissante envers les personnes qui ont contribué à cette aventure. Aujourd'hui, Sylvie regrette que certaines Miss France ne prennent plus le temps de remercier les personnes qui les ont accompagnées durant leur année de règne ou les candidates avec lesquelles elles ont partagé cette expérience. En fait, elle évoque la réussite professionnelle de plusieurs anciennes Miss, notamment celles qui se sont reconverties dans l'influence et les réseaux sociaux. Elle dit que certaines gagnent aujourd'hui des revenus très importants grâce à la notoriété acquise après le couronnement. Et en fait, pour elle, elle dit que ce serait beaucoup plus simple aujourd'hui d'organiser des retrouvailles avec leur promotion, entretenir des liens qui ont été créés pendant la compétition, mais c'est pas le cas et ça la rend un peu triste. Elle cite pas de nom, mais elle a déclaré que certaines anciennes Miss devenues influenceuses gagnent des fortunes et qu'elle pourrait, selon elle, inviter leurs anciennes camarades pour partager un moment ensemble, un café, un restaurant, et ces confidences ne s'arrêtent pas là. Elle dit qu'à son époque, les Miss vivaient dans un autre contexte. Elle logeait chez Geneviève de Fontenay, elle partageait un quotidien beaucoup plus simple, elle disposait de moyens beaucoup plus limités, alors qu'aujourd'hui, il y a un véritable entourage, coiffeurs, maquilleurs, stylistes et des logements dédiés. Évidemment, cette évolution est positive, mais Sylvie estime que du coup, certaines n'ont pas conscience de tous les privilèges dont elles bénéficient aujourd'hui. Elle ne connaît pas forcément les anciennes conditions, du coup les nouvelles, et certaines pourraient avoir tendance à se focaliser sur leur manque et qui elles sont, enfin plutôt le être finalement que le paraître. Non, plutôt l'inverse. Elle se focus sur le paraître plutôt que le être. Après, Sylvie, elle ne mentionne pas quelqu'un directement, donc voilà, elle garde un petit peu tout ça pour elle, mais on voit qu'elle regrette un petit peu l'ancien temps et je pense qu'elle pense aussi que beaucoup de Miss et de candidates sont aujourd'hui ingrates. Je vous laisse regarder un petit moment de ce podcast qui n'est pas forcément cette prise de parole là, mais je trouvais ça super intéressant et du coup, si ça vous intéresse, je vous invite à aller le regarder. J'ai eu un métier fantastique que j'ai adoré et ce métier m'a aussi beaucoup abîmé. Mais je remercie le ciel d'avoir réussi à le quitter. Voilà, en fait, parce que tu sentais que c'était trop, quoi. Il y a un moment donné, tu t'es protégée. Toi, parce qu'on parle de la santé physique, mais on peut aussi parler de la santé mentale. Oui. Quand je t'entends, on parle aussi de cette vie qui change du jour au lendemain. Il faut être prête. Et ça, tu l'as vu avec toutes les Miss que tu as accompagnées, c'est pas simple. Il y a des Miss qui commencent aussi un petit peu à parler du burn-out, des choses difficiles. Notre Miss France actuelle 2026 en a parlé récemment. Comment toi, tu as géré ça? Voilà, cet avant-après. Et puis là, où tu sembles exprimer le fait qu'à un moment donné, stop, quoi. Là, c'était trop. C'était pas la même génération. On peut pas comparer la Miss France en 2000 et aujourd'hui. Aujourd'hui, elles sont surgâtées, elles ont un staff autour d'elles. Je dis souvent, il faut recontextualiser. À l'époque de Marie-Va Galanteur, de Sophie Talman, d'Élodie Gossuin, nous, on vivait chez Geneviève. Hein. Donc, on dormait avec un chignon. C'était aujourd'hui, elles ont un coiffeur, maquilleur, appartement. Mais là, ça, faut pas me poser la question à moi parce que moi, je dis que parfois, elles se plaignent alors que elles oublient la gratitude.
C'est quoi, un peu trop gâté, c'est ça que tu veux dire? Pas un peu trop gâté, mais c'est pas de leur faute. Mais comme elles n'ont pas d'éléments de comparaison, il y a des petits trucs qui les choquent en disant oui, bah moi j'ai pas ça. Bah oui, mais en fait, tu ne vois pas tout ce que tu as à côté. En fait, voilà. Mais c'est pas de leur faute, elles n'ont pas d'éléments de comparaison. Donc moi, je peux pas comparer mon année à la leur. Après, oui, savoir dire stop à un métier, ça, c'est pas facile. Et j'ai plein de copines qui sont enfermées dans des relations toxiques, relations amoureuses toxiques, qui sont enfermées dans des boulots où tous les matins elles se disent mais je suis tellement malheureuse. Et c'est pas facile de se lever et de se dire ouais c'est fini, je m'en vais, je change de vie. Moi je l'ai dit 1000 fois, j'ai tourné la porte le jour où j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé mon patron et j'ai dit on va se voir, c'est fini. Je n'avais pas de plan B. On bascule sur Secret Story parce que Arwen a été éliminée. Alors encore une fois, moi j'ai pas forcément tout suivi, je regarde des petits extraits ici et là, je regarde les interviews patati patata, et elle a été invitée sur la chaîne YouTube de Justine. Quelques jours après sa sortie, elle est revenue sur pas mal de choses, notamment sa relation compliquée avec Malo. Petit contexte, dès son arrivée dans la maison, Arwen s'est rapprochée de Malo. Avec Greta, ils formaient un trio assez soudé. Ils étaient très complices au quotidien et ils passaient la majorité de leur temps ensemble. Au fil de l'aventure, les tensions se sont installées entre Arwen et Malo. On a eu des incompréhensions, des désaccords stratégiques et des déceptions qui ont fragilisé leur relation. Et du coup, on lui a posé la question et elle dit qu'elle a été attristée. Elle explique qu'ils avaient construit une très belle amitié dans la maison des secrets et qu'il est dommage que les choses aient pris une telle tournure. Il y a des téléspectateurs qui imaginaient une possible attirance entre les deux et elle a mis fin aux spéculations. Selon elle, il n'y a jamais eu la moindre ambiguïté sentimentale entre eux. Elle dit que Malo est un garçon séduisant, mais elle dit aussi avec humour qu'il ne correspond pas au type d'homme sur qui elle aurait pu craquer. Et d'ailleurs, il y en a qui disent que c'est totalement hypocrite. Elle le décrit d'ailleurs comme quelqu'un de difficile à comprendre, il peut être imprévisible et prendre des décisions qu'on a du mal à interpréter. Elle va plus loin, elle dit qu'il l'a déçue à plusieurs reprises, mais elle est assez objective là-dessus et elle dit qu'elle l'a certainement déçue à son tour aussi. Apparemment, les deux ont simplement évolué dans des directions différentes dans le jeu et du coup, ce lien qu'ils avaient s'est littéralement estompé. Elle a quand même un souvenir très positif du trio qu'elle formait avec Malo et Greta. Et en fait, il s'est quand même passé un retournement de situation, c'est que Greta, elle avait un certain pouvoir et que c'est elle qui a envoyé Malo et Arwen sur la sellette et du coup, ça lui a provoqué une certaine incompréhension. Bon, elle dit aujourd'hui qu'elle a changé de regard sur la séquence, que c'est qu'un jeu, etc., etc. On lui pose aussi une question qu'on pose toujours aux habitants qui sortent de la maison des secrets. Est-ce que tu comptes refaire une télé-réalité? Et elle répond, elle a une réponse assez claire. Elle dit que la télévision ne faisait pas partie de ses projets avant Secret Story et que pour le moment, cette expérience est une parenthèse dans sa vie. Elle dit qu'elle a d'autres ambitions personnelles et professionnelles non liées à la télé-réalité. Oui, bref, elle va faire de l'influence, des live TikTok, on connaît un peu la musique. Vous irez voir cette interview si jamais vous voulez en apprendre plus sur Arwen. Moi, je vous avoue que c'est pas une candidate qui m'a transcendé et qui m'a intéressé plus que ça, mais ça faisait partie de l'actu, surtout cette relation avec Malo, là, que j'ai beaucoup traité, notamment dans les débriefs secrets. Donc, je me suis dit que ça pourrait vous intéresser. Vis-à-vis de Malo, tu as une relation quand même très intense avec lui. Oui. Comment aujourd'hui tu qualifies ta relation? Je sais qu'elle a beaucoup changé au fur et à mesure des semaines, même des jours. Comment aujourd'hui, si tu devais définir ta relation avec Malo en un mot, ce serait quoi? Qu'est-ce que tu retiens? Je dirais que c'est dommage, en vrai, parce que on avait une très belle amitié, contre toute attente. J'ai vu comme vous auriez voulu qu'il y ait autre chose, mais non, c'était de l'amitié. Et en vrai, c'est dommage. Mais toi, on sait pas. Non, mais en vrai, non, c'est juste, c'est un beau garçon, mais tranquille, c'est pas Brad Pitt. Non, c'était une très belle amitié et en fait, il y a des hauts, il y a des bas et il m'a déçu et je l'ai déçu et puis on s'est déçu et c'est dramatique comme le baldo promo finalement, mais ouais. On s'en souvient. C'est dramatique, mais comme à Hollywood, vraiment une scène de cinéma le truc. Mais... Il est un peu compliqué, enfin il est pas compliqué, mais bon, il est dur à cerner. Et, il a son caractère. Toi, elle tient aussi, et c'est pas forcément compatible tout le temps, surtout dans ce genre de moment. Ouais, c'est très intense comme émission, donc c'est pour ça que je pense ça a été beaucoup. Il y a des virages qui ont été pris du mauvais sens, je pense, avec Malo. C'est bien dit ça. Ouais, c'est beau. Ouf. Des virages qui ont été pris dans le mauvais sens ou à contresens. À contresens, mauvais sens, mais en tout cas, on a eu des petits dérapages. Le pack AMG est quand même dans mon cœur. Waouh, et puis ça fait des placements. Mais non, et pack AMG, et ça je l'ai entendu à un moment donné, tu l'as dit à la poubelle. J'ai pas la ref. Parce que en gros, Malo un jour il nous dit, on est un trio, donc un trio mérite un surnom, et en fait A pour Arwen
M pour Malo et G pour Greta. Non. Et si, il m'a dit, ouais, moi je connaissais pas. Mais pack AMG, en gros, c'est un moteur boosté, un. Mais attends, mais j'adore, la ref, elle est ouf. Mais oui, et du coup, on s'appelait le pack AMG. Et donc dérapage du pack AMG, coupure de moteur, mais... Ah bah là, puis pas de garagiste possible. Ouais, là, c'est ils à la étaient... poubelle. Bah, on pouvait pas prendre de garagiste Non. parce qu'on est dans cette story. À la fourrière. Donc, ouais. Frein à main, Ouais, finalement. et dramatique. Enfin, ouais, si vous aviez pas la ref, maintenant, comme moi, maintenant vous Pack l'avez. AMG. Voilà. Kylian Mbappé et Esther Exposito. Qu'est-ce que cette relation? Ils auraient officialisé, mais ils ne s'en sont pas rendus compte. Depuis plusieurs semaines, on a des rumeurs d'une idylle entre les deux, donc capitaine de l'équipe de France et actrice espagnole qui prennent de l'ampleur. Le week-end dernier, Kylian a partagé une story sur son compte Instagram et parmi les images publiées, les internautes les plus attentifs ont remarqué un détail. On voit Esther vêtue d'un maillot de l'équipe de France floqué du numéro 10 de qui. Quelques instants après la publication, la story a été supprimée. Mais sur les réseaux sociaux, quelques secondes suffisent. De nombreux utilisateurs avaient déjà réalisé des captures d'écran relayées sur X, Instagram et TikTok. Et en quelques heures, la photo est devenue virale. On voit donc Esther avec une tenue entièrement dédiée au bleu. Elle porte le maillot numéro 10 de Kylian. Elle a aussi un brassard, etc., etc. Il faut savoir que depuis plusieurs mois, les rumeurs de romance s'accumulent. Elle avait notamment été aperçue dans les tribunes à plusieurs reprises pendant la Coupe du Monde 2026 pour soutenir la France. Et cette fois-ci, cette publication accidentelle a offert un indice un peu plus concret. Ni Esther ni Kiki ont confirmé publiquement être en couple, leur discrétion restait intacte. Mais on a eu autre chose. On a eu des vidéos qui ont été relayées sur internet, notamment par Aquababe, et on les voit assez complices en soirée, je crois. Je vais pas dire en boîte de nuit, mais c'était en soirée. On les voit ensemble en train de se faire des câlins, bras posés sur l'épaule. Ils discutent, ils profitent de la soirée, etc., etc. Malheureusement, vous l'avez vu, les Bleus ont perdu. Kylian a d'ailleurs adressé un long message à son sélectionneur pour toutes les années passées à ses côtés, étant donné qu'il part. Je parle du sélectionneur. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est la fameuse relation. Est-ce qu'ils sont ensemble ou non? Tout laisse penser que oui, mais je pense qu'ils veulent vivre ça assez discrètement, même si malheureusement, c'est pas très discret, étant donné que Esther est vue dans les tribunes, qu'il poste des stories, certainement qu'il voulait mettre en ami privé, enfin en ami proche, donc en story privée, mais il s'est trompé de bouton. Ou encore les vidéos qui sont postées par Aquababe. Les deux semblent en rapprochement. Et je trouve qu'il forme un très beau couple. Vous me direz ce que vous en pensez, c'était un peu la minute amour. La minute amour ne réussit pas à tout le monde, étant donné que je termine le top actueux avec Ilona Goss, qui se confie sur sa rupture. Alors, elle a traversé une période très difficile. Le lundi 20 juillet, elle a pris la parole pour se livrer. Après plusieurs jours tentés... Wow, j'arrive même plus à parler. Après plusieurs jours passés à tenter, j'ai réussi, de cacher son mal-être, elle a reconnu qu'elle n'allait pas bien. Entre une rupture qu'elle peine à accepter, une importante perte de poids et un malaise qui a nécessité l'intervention des pompiers, elle s'est confiée. En avril dernier, elle annonçait sa séparation avec Maxime, l'homme avec lequel elle pensait construire toute sa vie. C'est une rupture qui a été très douloureuse, elle disait qu'elle s'en remettait progressivement, mais ces derniers jours, elle a expliqué qu'elle a essayé de le reconquérir, que ça n'a pas fonctionné, et du coup c'est quelque chose qui l'a beaucoup touchée. Dans plein de vidéos qu'elle a postées partout, je vous en sélectionnerai que une, Ilona explique qu'elle n'avait plus envie de faire semblant, qu'elle a menti à sa communauté en disant que tout allait bien alors qu'elle traversait une profonde détresse. Selon elle, les réseaux sociaux donnent souvent une image totalement fausse de la réalité. Beaucoup montrent uniquement des bons moments, des sourires, etc. Et elle dit qu'elle a construit aussi cette illusion, mais que c'est pas la réalité. Son état psychologique s'est répercuté sur sa santé physique. Elle dit qu'elle a perdu près de 6 kilos en très peu de temps, une perte de poids qu'elle attribue à cette période de souffrance. Mais ce n'est pas tout. Elle dit aussi qu'elle a fait un malaise alors qu'elle était en soirée et c'est une situation qui a nécessité l'intervention des secours. Elle dit qu'elle a été victime d'une crise de tétanie très impressionnante, un épisode qui lui fait prendre conscience qu'elle peut plus continuer à ignorer son état. Et en fait, depuis la première fois depuis sa séparation en avril, elle accepte de montrer sa vulnérabilité, de reconnaître publiquement qu'elle est encore affectée. Elle le nomme pas directement, mais elle dit qu'elle a longtemps entretenu l'espoir d'une réconciliation, mais que malheureusement, il lui a dit qu'il ne l'aimait plus. Ilona dit qu'il aurait annoncé qu'il ne veut plus être avec elle, une déclaration très difficile à encaisser.
Malgré cette souffrance, elle veut continuer d'avancer. Moi, j'ai vu une petite vidéo qu'on a regardée sur Twitch où elle dit: ah bah voilà, là je me suis réveillée, je suis plus triste, je vais mieux, etc. Alors je suis désolé de vous le dire, mais pour moi c'est le déni, c'est vraiment le déni d'une fin de relation. J'espère sincèrement qu'elle arrivera à aller mieux parce qu'on sait que c'est très difficile les fins de relation et Ilona c'est pas sa première et je sais aussi que c'est quelque chose qui la touche toujours énormément. Je vous laisse regarder un magnéto pour terminer ce Top Actu. J'en ai marre d'utiliser mes réseaux sociaux pour vous mentir, même si je le fais très rarement et que là c'était un petit peu plus pour me mentir à moi-même et pour me persuader que ça va et pour essayer de prouver à tout le monde que je vais mieux et machin, etc. Pour vous la faire très très courte parce que je vais pas débattre pendant 30 ans. Et comme ça, je pourrais enfin être moi-même avec vous. J'ai beaucoup souffert, j'ai voulu, je vous l'ai déjà dit, récupérer quelqu'un qui me soufflait un peu le chaud et le froid. Oui, je t'aime, t'es celle que je veux, mais pas maintenant. Et au final, après, c'était « Oh non, t'es trop chiante, tu m'envoies des pavés, tu me saoules, j'en veux plus. » Après, c'était « Mais je t'aime. » Après, c'était « Non, je t'aime. » Mais pas maintenant. Et pour au final, hier, avoir droit à un droit dans les yeux, en fait, désolé, mais je ne t'aime plus. Et c'est totalement fini. J'ai très 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 mal au cœur, très honnêtement. Pas simplement parce que c'est fini, parce qu'en vrai de vrai, une rupture amoureuse, on sait qu'on va s'en remettre. On le sait, surtout quand on a 30 ans et qu'on en a vécu plus d'une. Tu sais que tu vas t'en remettre et quand les gens te disent mais un jour tu verras, tu iras mieux et tu te diras que c'était ridicule de souffrir comme ça. Oui, je sais. C'est pour ça que je peux contrôler ma souffrance. Mais c'est surtout que j'ai mis cette relation à une hauteur. Mais une hauteur, c'est-à-dire que j'allais finir ma vie avec ce mec, mais genre, c'était sûr. C'était sûr. Et c'est pas parce que on s'aimait, c'est parce que c'était destiné comme ça, c'était écrit genre. Mais si c'était écrit, et si c'était destiné, si c'était mon âme sœur, si c'était mon âme jumelle, on s'appelait, si c'était ça, bah il serait toujours là. Et je le dis là pour vous qui me regardez, des fois on idéalise des relations et on les imagine tellement hautes que c'est ça qui fait du mal quand tu réalises que c'est pas du tout le cas, c'est une relation comme une autre. Il y a rien eu de spécial. Il y a rien eu de spécial. Rien du tout. Parce que si c'était spécial, moi qui connais toutes les circonstances, tout ça ne peut pas arriver, ça ne peut pas être fini. Pas comme ça. Voilà, tu peux te perdre de vue, tu peux te séparer, te disputer, mais tu peux pas te séparer définitivement et ne plus aimer la personne au bout d'1 mois et demi de séparation. C'est pas possible. Si c'est si fort et si spécial, c'est pas possible. C'est que ça l'était pas. Et ce qui s'est passé hier m'a permis de me rendre compte de ça. Donc je souffre plus qu'avant-hier. J'ai vraiment beaucoup plus mal. C'est très douloureux, j'ai du mal à respirer, c'est très 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 dur. Mais au moins, j'ai compris et j'ai remis la relation là où elle était, c'est-à-dire à une relation comme une autre. Il faut juste passer au-dessus. Et voilà. Donc, j'en suis là aujourd'hui. Il va y avoir des moments où ça va, où je vais danser, rigoler, m'amuser, sortir avec mes amis, kiffer ma vie. Et qu'il va y avoir des moments où ça va pas aller. Mais ça fait partie du jeu et ça fait partie de la reconstruction. Et si vous êtes dans le même cas que moi, je vous souhaite de guérir le plus vite possible parce que c'est très douloureux. Le plus important, c'est mon fils. Le plus important, c'est que j'aille mieux pour lui, que je me reconstruise à ma manière, avec le temps qu'il me faut. Et j'ai déjà passé une grosse étape qui est la compréhension, la réalisation,
ouvrir les yeux. Je pense que c'est le plus difficile à faire, que rester dans le déni, à pas savoir. Et maintenant, c'est juste de la guérison. Voilà. Mon avis sur cette semaine concerne notre cher et grand Bastos. Eh oui. Bastos a décidé de quitter Twitch pour de bon pour rejoindre la plateforme Kick. On a vu ça la semaine dernière assez rapidement, mais cette fois-ci, il l'a dit lui-même, il a dit que Kick allait être sa plateforme de prédilection et que Twitch serait un peu son backup. J'arrive avec mon avis. Si vous connaissez pas, Kick, c'est une plateforme où il y a littéralement pas de modération. C'est une plateforme qui a d'ailleurs été au sujet et au cœur de nombreuses polémiques en France et dans le monde entier. Et Bastos y a trouvé sa place, étant donné que grâce à Aquababe, il est devenu partenaire Kick assez rapidement, qui peut donc générer de l'argent dessus et avoir une certaine visibilité. Et donc, il a décidé de délaisser Twitch parce que Twitch est plus modéré, Twitch a un meilleur règlement. Enfin voilà quoi, donc finalement, il restera sur Kick. Mon avis est très simple là-dessus, c'est que pour lui, c'est une liberté d'expression et pour moi, je pense que ça va surtout être encore plus trash que ça ne l'a été en termes de contenu, en termes de prise de parole, etc., etc. Mais ce qui m'intéresse aussi ici, c'est de voir à quel point cet homme peut être considéré comme un gourou finalement, étant donné qu'il a dit à la moitié de sa communauté venez sur Kick et ils y sont tous allés. Moi je vais pas vous mentir, ça fait un peu des vacances sur Twitch aussi. Bon, ça fera toujours du contenu à traiter, étant donné que je pense que sur Kick, il ne va donc plus mâcher ses mots comme il a pu le faire dernièrement sur Twitch. Mais surtout, je trouve que c'est un petit peu une manipulation aussi, parce qu'il y a quelques jours encore, il disait que c'était juste le temps de, et là ça, c'est vraiment genre en mode venez là-bas, je ne retournerai plus sur Twitch, etc. etc. Alors je ne sais pas si sur Kick tu gagnes plus d'argent et j'avais entendu dire que si tu étais partenaire avec eux, tu pouvais toucher plus d'argent que sur Twitch, qu'il y avait moins de taxes de la part de la plateforme. Donc si c'est le cas, bah aussi du coup il s'en met plein les poches, mais ça je pense qu'on peut être honnête et le dire. Enfin voilà, moi je trouve que c'est un peu dommage. Alors déjà que je regardais plus trop ces lives sur Twitch, croyez-moi bien que je n'irai pas sur Kick les regarder non plus. Pour moi cette plateforme c'est une plateforme du démon, elle est problématique, elle a causé plein de problèmes, plein de harcèlement, plein de choses absolument horribles. Je pense notamment à l'histoire avec Jean Pormanov. Donc voilà, enfin je me dis que banaliser le fait d'être sur cette plateforme et littéralement en faire la pub, etc. Fouille. J'avais pas d'autre expression, j'ai pensé à Silent J, j'ai dit fouille. Vous me direz ce que vous en pensez, vous me direz si vous, du coup, vous allez suivre Bastos sur cette nouvelle aventure. Moi, c'est pas mon cas, je me contenterai des magnétos. La raison pour laquelle je fais ça, je vais pas m'emmerder à changer tout le temps, je vais pas vous emmerder même à changer tout le temps d'application. Donc je pense que on va abandonner Twitch, on va venir ici et on aura Twitch en backup si un jour c'est nécessaire. Ici ça marche bien, je sais que je serai jamais ban. Ici on me laisse parler. Vous savez quoi? Il y a même un truc, c'est Aquababe qui avait le contact de Kick. J'ai demandé qu'on me mette partenaire directement sans avoir à faire les heures de stream. Ils m'ont mis partenaire directement. Ça veut dire, eux ils me répondent, eux ils me prennent en compte. Sur Twitch, les gars, parfois, je réponds lorsqu'on m'envoie un email. Même pas, t'as une réponse. Ils s'en balancent. J'aime bien avoir une petite assistance, un peu de service client, un peu de respect. Voilà. Les petits emojis, je vais les remettre. Ils vont arriver dans le chat. Ça sera pareil. C'est pas grave, j'ai un peu moins de monde là pour l'instant sur Kick. Mais voilà, ça va marcher. Voilà tout le monde pour mon avis sur et la moitié de l'émission aujourd'hui. Qui dit moitié de l'émission dit petite liste de courses, vous connaissez la musique. Je vous invite à liker MTT si ça n'a pas été encore fait, à la booster aussi l'émission, ça permet vraiment de développer les audiences et d'avoir de plus en plus de monde qui la regarde. Abonnez-vous à la chaîne si c'est pas fait, on essaye toujours d'atteindre les 70 000 abonnés. Et évidemment le premier emoji de la semaine. Le premier emoji de la semaine est un emoji que je n'ai encore jamais mis et que j'avais très envie de voir cette semaine. Il s'agit d'une petite méduse. Mettez-moi une petite méduse dans l'espace commentaire. Si jamais vous ne trouvez pas l'emoji méduse, écrivez simplement méduse. Je réponds à tous les commentaires sous l'émission dès ce soir et au fil de la semaine, donc n'hésitez pas à bombarder. Si vous avez déjà commenté, vous savez que hors insulte et haine, je réponds à tout le monde sous Mix the Tea. Ça vous donne aussi un petit peu le ton de ce que je vous avais dit. L'émission est très longue et on est simplement à la moitié. Il nous reste le cœur actu, l'international ainsi que les gros dossiers. C'est parti, jingle, je prends une pause et je reviens tout de suite. Nous reprenons l'émission non pas avec de la télé-réalité mais avec Oshi.
Et oui, 6 ans après les faits, Oshi reste marquée par une vague de haine qu'elle a subie après son passage aux Victoires de la musique, et il me semble que j'en avais parlé. Elle a été invitée sur une chaîne YouTube, celle de Popsley, et elle est revenue sur cette période très difficile. Pour vous expliquer, elle a été victime de cyberharcèlement, d'insultes homophobes, de menaces de mort, et elle dit que cette affaire a bouleversé son quotidien. Aujourd'hui encore, il y a des conséquences. On doit remonter à 2020, aux Victoires de la musique. Oshi interprète Amour Censure, une chanson engagée dans laquelle elle dénonce l'homophobie et défend le droit d'aimer librement. À la fin de sa prestation, elle embrasse une des danseuses et c'est un geste qui avait fait énormément parler. À ses yeux, c'était pas un acte de provocation ni un coup médiatique, mais dès le lendemain, les réactions étaient présentes. Au cours de l'interview avec Popsley, elle raconte qu'elle a découvert un téléphone saturé de messages haineux. Elle pensait que cette polémique allait retomber, mais pas du tout. Selon son témoignage, 10 jours après cette prestation, les insultes ont laissé place à des menaces de mort. Des internautes auraient diffusé son adresse personnelle sur Internet et du coup, évidemment, ça n'a fait que empirer les choses. Pendant près de 6 mois, elle dit qu'elle a vécu un harcèlement quotidien. Les messages violents se succédaient, mêlant insultes homophobes, intimidation et des menaces inquiétantes. Avec le recul, elle reconnaît qu'aujourd'hui elle garde un véritable traumatisme de cette période, mais elle a refusé de se laisser intimider. Elle a décidé de porter plainte auprès des auteurs de ces messages. Malheureusement, les procédures ont été très ralenties par le Covid et au final, une seule personne a été condamnée parmi les milliers de messages qu'elle a reçus. Elle précise aussi que de nombreux auteurs étaient mineurs au moment des faits, donc ça complique les suites judiciaires. Le résultat lui paraît insuffisant, mais elle ne regrette pas d'avoir engagé ces démarches. Pour elle, il était essentiel d'aller jusqu'au bout pour envoyer un message fort concernant le cyberharcèlement. Mais c'est pas tout. Aujourd'hui, elle dit qu'elle est accompagnée d'un garde du corps pendant ses tournées. C'est une décision qu'elle a prise après le procès et qui témoigne aussi des conséquences restantes de cette période très douloureuse. Elle a aussi revu toute sa façon de vivre, de se déplacer, d'aborder ses apparitions publiques. Ce sont des événements qui l'ont littéralement bouleversée et qui ont aussi bouleversé toute sa vie et qui elle est aujourd'hui et la manière dont elle vit. À travers le témoignage, même si l'interview ne porte pas que sur ça, je le précise, elle souhaite rappeler que le cyberharcèlement peut avoir des conséquences très concrètes sur la vie des personnes visées. Derrière les écrans et les réseaux sociaux, les insultes et les menaces ne restent pas virtuelles. 6 ans après les faits, elle poursuit sa carrière avec la même détermination, tout en étant attentive à tout ce qu'elle peut faire et à tout ce qui peut se passer. Moi, ce qui me choque ici, c'est que littéralement, en fait, les choses n'évoluent pas. C'est-à-dire que l'homophobie est toujours présente, c'est-à-dire que ce genre de menaces sont toujours présentes également. Si c'est pas Oshi, c'est quelqu'un d'autre et en fait j'ai l'impression que pour ces personnes il suffit simplement d'avoir une tête comment on dit ça, une tête de turc je crois, je sais pas si on dit comme ça, un bouc émissaire finalement sur qui taper et si c'est pas elle ça sera quelqu'un d'autre, quand c'est pas elle c'est Bilal Hassani, vous voyez un peu ce que je veux dire. Je lui envoie tout mon courage, j'aime bien certaines de ses musiques en plus donc voilà, je lui envoie tout mon courage et tout mon soutien parce que être encore traumatisé 6 ans après les faits, je pense que c'est quelque chose qui était très marquant. En fait c'est horrible, pendant des années j'ai cru voir cette personne d'une manière dont elle n'était pas du tout. Il y a aussi une phrase que j'ai trouvée presque sarcastique. Après 7 ans de bonheur, rien qu'une heure de discussion, je l'ai jamais revu docteur, elle m'a embrassé le front, elle est partie claquer ailleurs, la SACEM de nos chansons. Bah oui. J'ai essayé de mettre un tout petit peu d'humour dans le malheur, mais c'est vrai que déjà elle m'a embrassé le front et s'est barrée, j'ai plus jamais revu après 7 ans. Et elle est partie claquer ailleurs la SSM de nos chansons complètement. Je travaillais avec cette personne et du coup elle a disparu du jour au lendemain. En fait c'est horrible, pendant des années j'ai cru voir cette personne d'une manière dont elle n'était pas du tout. De toute façon c'est en procédure et tout ça, pénal pour plein de raisons financières et d'agression aussi, mais en fait ça s'est accumulé et la SSM c'est vrai qu'elle est partie la claquer ailleurs, ça c'est vrai. Ce qui me rassure et ce qui me met du baume au cœur, c'est aussi qu'aujourd'hui ça va mieux. Oui, ça va hyper mieux. Ah, je suis content de l'entendre. Tu es dans une relation beaucoup plus douce, plus saine. Complètement. Je sais pas une personne qui travaille avec moi et tout ça, donc c'est un schéma totalement différent, beaucoup plus sain. C'est bizarre aussi, mais c'est en vivant cette nouvelle relation, je m'attendais pas à vivre une nouvelle relation tout court, mais c'est en la vivant aussi que je me suis rendu compte que j'allais traverser vraiment l'horreur, quoi, en fait. Ça met la lumière, en fait, sur ce qui est normal et ce qui ne l'est pas, du coup. Parce que là, ça l'est profondément. Donc ça fait trop du bien. Mais par contre, oui, ça a mis aussi l'accent sur le avant, quoi. Benjamin Samat est en deuil, oui. Dimanche dernier, il a annoncé une triste nouvelle à sa communauté, le décès de sa grand-mère, une femme qui occupait une grande place dans sa vie. Il était très ému et lui a rendu un immense hommage. Petit contexte, depuis plusieurs années, Benjamin et Madi sont installés à Dubaï. Ils ont célébré un mariage en 2022 et les deux influenceurs vivent très loin des polémiques, même si on les met toujours dans la sauce. Benjamin vient de faire face à cette épreuve très difficile. Sur son compte Insta, il a annoncé la disparition de sa grand-mère, une personne avec laquelle
laquelle il avait une relation très puissante. Et pour lui rendre hommage, il a publié une photo prise à ses côtés avec un long texte. Il explique que certaines personnes laissent une empreinte indélébile dans une vie. Selon lui, sa grand-mère faisait partie de ces êtres exceptionnels qui marquent une famille pour toujours. Il décrit une femme très bienveillante, généreuse et remplie de sagesse. Et il confie également qu'il aurait aimé voir davantage de personnes posséder les mêmes qualités humaines qu'elle. Il la remercie pour tout ce qu'elle lui a apporté au fil des années et il affirme que sa grand-mère lui manquera énormément. Il a aussi choisi une chanson pour la publication qui est Je te laisse de Mika Philippe, un morceau empreint d'émotion qui renforce encore davantage la portée de son message. Évidemment, on a eu énormément de réactions. De nombreux internautes lui ont adressé des condoléances. Il y a des personnalités de télé qui ont pris le temps de lui envoyer des messages. Maddy, elle s'est pas exprimée publiquement sur cette disparition. Son frère Jérémy a lui aussi évidemment posté des petites stories, mais il est resté relativement discret. Du côté de Maddy, je pense qu'elle a pas pris la parole parce que, comme je vous l'ai dit, malheureusement, dès qu'elle prend la parole, c'est sujet à des critiques, c'est sujet à des polémiques, etc. Et je pense que si elle avait mis un message, un hommage ou quoi que ce soit, les gens auraient littéralement dit qu'elle cherche à buzzer là-dessus ou qu'elle cherche à utiliser cette tristesse pour ramener un petit peu d'audience, etc. Donc je pense qu'elle a préféré ne pas le faire. J'étais pas sûr de vous en parler, mais je trouve que c'est quand même quelque chose qui est assez touchant. Et si je peux faire passer un message, qui est un message que j'ai déjà fait passer plusieurs fois, prenez soin de vos proches, prenez soin de votre famille, appelez-les, dites-leur que vous les aimez, on sait pas ce qui peut se passer, ça prend 2 minutes et ça fait tout le temps chaud au cœur. Toutes mes condoléances et j'envoie évidemment beaucoup de soutien à la famille. Mélanie Didigama aussi a traversé une période difficile. Elle a enfin révélé ce qui s'est passé au début du mois de juillet. Rappelez-vous, elle disait qu'elle traversait une nouvelle épreuve très difficile. Et après plusieurs semaines de silence, elle a expliqué que son chien, Buddy, avait frôlé la mort et que les vétérinaires eux-mêmes parlaient d'un véritable miracle. Je cite, « Comme certains l'ont deviné, Buddy a failli mourir. » En fait, depuis la mi-mai, son chien était pris en charge 5 jours par semaine dans un centre spécialisé. Mélanie, elle dit qu'elle a déjà signalé à plusieurs reprises des problèmes liés au transport des animaux, notamment en période de chaleur, les fortes chaleurs, pas les chaleurs des animaux. Elle dit « Ça fait plusieurs années que je me bagarre avec eux parce que mon chien rentre bouillant. Il a souvent la diarrhée et des vomissements. » Elle avait même demandé la climatisation dans les véhicules. Et le jour des faits, Buddy est rentré avec 1 heure de retard. Je cite, « Ce soir-là, mon chien rentre avec plus d'1 heure de retard. Notamment quand ils sont un petit peu en retard, c'est 15 ou 20 minutes. Et il nous envoie toujours un message, mais là, c'était pas le cas. Et quand il arrive, il a très chaud, il suffoque. Je vois mon chien contracté, qui est en train de suffoquer, qui commence à vomir de la mousse. Je vois son ventre se gonfler. Je comprends qu'il est dans une souffrance extrême. » Elle l'emmène donc aux urgences chez un vétérinaire. Les examens ont révélé un diagnostic assez grave. Buddy souffrait d'une dilatation-torsion de l'estomac, une urgence vétérinaire qui peut être mortelle en quelques heures. Apparemment, le véto lui a dit qu'il avait 50% de chances de survivre et encore, il était optimiste. Il a été opéré et pendant l'intervention, les vétérinaires ont découvert que sa rate était nécrosée et donc ça les a contraints à la retirer. L'estomac avait pu être sauvé malgré une importante hémorragie interne et les 2 jours qu'on suivi l'opération ont été extrêmement critiques. Buddy a perdu près de 6 kilos et il a réussi à s'en sortir. Selon Mélanie, les vétérinaires estiment que les fortes chaleurs ont joué un rôle majeur dans ce drame. Je cite, « Tout ça parce que le chien a halté trop longtemps dans la voiture parce qu'il faisait trop chaud, l'air est rentré dans son estomac, ça lui a créé du gaz et je pense qu'en descendant de la voiture, il s'est retourné l'estomac. Dans l'estomac de mon chien, ils n'ont retrouvé aucune nourriture, uniquement du gaz et du liquide. Faites attention à vos animaux, ne les laissez pas sous une forte chaleur, même sous une chaleur. » Donc elle a pris la parole sur ça pendant de très longues minutes. Je vais regarder s'il n'y a pas un petit magnéto que je peux vous trouver parce qu'elle a fait du coup une story, mais je ne sais pas si ça a été repris quelque part. Moi j'ai vu la story mais c'était il y a un petit moment quand même. Elle a effectivement fait une vidéo, je vous la mettrai pas en entière parce qu'elle dure 6 minutes, donc je vous mettrai certains petits moments. Cependant, elle a été accusée par des internautes d'être responsable des critiques auxquelles elle a répondu en disant qu'elle a toujours fait le nécessaire pour protéger son chien, mais pour beaucoup, en gros, elle aurait pas dû le laisser, voilà, elle aurait dû s'en occuper elle-même, etc., etc. Je trouve que ce sont quand même des mots qui sont très très durs. Je vous laisse écouter un moment de Mélanie. Comme certains l'ont deviné, Buddy a failli mourir. Vous avez été nombreux à me demander un update par rapport à ce qui s'est passé. Franchement, les médecins pensent que c'est un miracle qu'il soit vivant. Je pense aussi que c'est un miracle, je vous dis la vérité. Pour essayer de la faire courte, mais je pense pas que ça sera très court, mon chien va 5 fois par semaine au centre à partir de mi-mai parce qu'il fait beaucoup trop chaud. Ça fait plusieurs années déjà que je me bagarre avec eux parce que mon chien il rentre, il est bouillant, il a souvent la diarrhée, des vomissements, etc. C'est vrai que j'ai demandé plusieurs fois à ce que la clim soit plus forte dans les voitures, soit mieux contrôlée, etc. Je vais vous passer tout cet historique, mais juste important de le savoir. Ce soir-là, mon chien rentre avec plus d'1 heure de retard, ok? Normalement, quand ils sont un peu en retard, 15-20 minutes, ils nous envoient toujours un message. Là, c'est pas le cas. Ma nanny appelle, pas de réponse. Envoie un message, pas de réponse. Mon chien rentre vers les coups de
18h50 au lieu de genre 19h, 19h30 grand max, ok? Mon chien, il rentre, il est dans un état, il a chaud, très très chaud. Il est là, il suffoque, je me dis putain c'est pas possible, je mets toutes les clim à 19 pour que ça soit le plus froid possible, le plus rapidement possible, pour le refroidir, mais sans que ça lui fasse un choc thermique. Suite à ça, on voit qu'il mange pas, mais il commence à se calmer. Je me dis bon, laisse-le reprendre, ça va aller. Désolée, ça me fait du mal de repenser à tout ça, ça me crispe. Donc là, mon chien sort de la chambre. Moi, je suis en train de me faire ma salade. Et j'entends comme un vomissement. Mais bon, je me dis, tiens, un vomissement, genre c'est comme du liquide. Je me dis, ah, vas-y. En plus, c'était juste un comme ça, vite fait. Je me dis, ah, vas-y, j'ai les mains dans la salade. Dans 2 minutes, tu vois, je me lave les mains et je vais aller m'occuper de ça. Parce que j'ai pas envie de retoucher ma salade après. Et là, je rentends un espèce de vomissement, mais bizarre. Donc, je pose tout. Je cours dehors de ma cuisine. Et là, je vois mon chien. Vous allez même pas aider. Je vois mon chien qui est contracté comme ça, qui est en train de suffoquer, qui commence à vomir de la mousse. Moi, vous savez, moi, je vis tout très intensément. Et là, dans ma tête, je me disais, calme-toi, il faut que tu te calmes, il faut que tu sois capable de gérer la situation. Il faut gérer la situation. Non, mais vraiment, je me parlais comme à une folle. J'ouvre, je me dis, peut-être qu'il veut prendre l'air, mais quelle conne, dehors, il y a un air tellement chaud que limite il peut encore plus s'étouffer. Il va quand même dehors, je me dis, ok, peut-être qu'il a la diarrhée, peut-être que ça lui fait mal, je sais pas, il a comme des crampes. Et je vois son ventre se gonfler, je me dis, putain, mais tout ça arrive en l'espace de 30 secondes, 1 minute. Le sujet qui agite toute la France en ce moment, l'interdiction des réseaux sociaux pour les moins de 15 ans, qui a franchi une étape décisive. Alors concrètement, cette loi prévoit qu'à partir du 1er septembre 2026, les jeunes de moins de 15 ans ne pourront plus ouvrir de nouveaux comptes sur les réseaux sociaux. Les comptes déjà existants ne disparaîtront pas immédiatement, mais les plateformes auront plusieurs mois pour vérifier l'âge de leurs utilisateurs. Cette réforme concerne toutefois pas tous les services disponibles sur Internet, les encyclopédies en ligne, les plateformes éducatives, les répertoires scientifiques ou les sites consacrés à des logiciels libres ne sont pas concernés. Avant son entrée en vigueur, la loi doit encore être examinée par le Conseil constitutionnel. Il y a plusieurs élus de l'opposition qui ont annoncé leur intention de se saisir afin de vérifier si certaines dispositions respectent bien tout ça. Mais le but premier est surtout de vérifier l'âge de millions d'utilisateurs. À ce stade, la loi n'impose pas de technologie précise. Chaque réseau social devra mettre en place quelque chose et le gouvernement privilégie un dispositif qui repose sur des tiers de confiance. Évidemment, ça a fait énormément parler parce que de grandes plateformes comme TikTok, Instagram, Facebook, Snapchat ou X devront adapter leur système. Alors visiblement, YouTube n'est pas mis dans tout ça. YouTube est considéré comme une plateforme dite éducative et tout. Donc voilà, moi déjà je m'en fous parce que j'ai pas de moins de 18 qui regardent mes vidéos. Mais pour les personnes qui en avaient, ne soyez pas inquiétés. Il y a des adolescents cependant qui pourraient contrer ça en utilisant un compte créé par un adulte, avoir un VPN, modifier leur localisation, etc. etc., etc. C'est une loi qui fait beaucoup jaser en ce moment. J'ai aussi vu qu'apparemment les téléphones portables allaient être interdits dans les lycées dès la rentrée. Enfin bref, il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment autour des réseaux sociaux, des téléphones, des écrans et tout. C'est très très bien, hein, je trouve, parce que du coup, ça permet notamment de voir que les choses évoluent. J'ai ouï dire aussi qu'il serait possible que tout le monde doive bientôt se connecter avec France Connect, aux plateformes, etc. Ce qui, pour les haters, ça va vraiment leur desservir parce que du coup, maintenant, un message d'insulte, on aura quand même un nom, une adresse et tout, on pourra porter plainte plus facilement. Cependant, si je peux me permettre, je pense aussi qu'il y a d'autres choses à régler en France. Mais ça, ce n'est que mon avis. Bref, cette loi marque une volonté forte de mieux protéger les mineurs face aux risques liés aux réseaux sociaux, mais pour le moment, on n'a pas plus d'informations, donc on verra bien ce que ça donnera. Les réseaux sociaux en France vont être désormais interdits aux moins de 15 ans. La mesure a été votée par le Parlement. Alors quels réseaux sociaux exactement vont être concernés? À quoi ça va ressembler? Bref, je vais répondre à toutes vos questions ici. Alors je voulais annoncer tout à l'heure directement sur Instagram, vous l'avez peut-être vu, Emmanuel Macron souhaite donc que ce soit mis en place directement à partir du 1er septembre 2026. Et donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Et bien déjà, ce qu'on sait, c'est que la création donc de nouveaux comptes sera interdite pour les personnes de moins de 15 ans. Mais il y a aussi donc la question des comptes qui ont déjà été créés de personnes qui ont moins de 15 ans. Pour ces comptes-là, et bien les plateformes, donc Instagram, Snapchat, TikTok, etc., elles auront 4 mois pour supprimer ou suspendre les comptes déjà existants. Et donc c'est un point qui sera important. Est-ce que vraiment les comptes seront totalement supprimés ou juste suspendus jusqu'à ce que la personne ait plus de 15 ans? On ne sait pas encore, mais on verra à quoi ça ressemble. L'autre élément absolument
actuellement majeur, c'est que donc il y aura des dispositifs de vérification de l'âge qui vont être mis en place. Alors quelle forme est-ce que ça va prendre? Déjà, ce qu'on peut savoir et ce dont on est sûr, c'est que eh bien, cette vérification d'âge, elle va vraiment concerner tout le monde. En gros, tout le monde va devoir dans les prochains mois eh bien, valider son âge, montrer que c'est une personne qui est majeure. C'est donc quand même un élément qui est assez important, d'autant qu'on ne sait pas forcément pour l'instant comment est-ce que cet âge va être vérifié. Est-ce qu'il faudra soumettre par exemple une pièce d'identité, scanner quelque chose? Est-ce que ça passera par une plateforme de l'État? Tout ça pour l'instant on ne le sait pas. Tout ce qu'on sait par contre c'est que ça fait beaucoup débat sur la façon dont ça va être mis en place. Donc on aura l'occasion de reparler du débat sur le sujet. La question après majeure évidemment qui se pose, c'est quels réseaux sociaux vont être concernés? Et là c'est un point majeur parce qu'il y a des réseaux sociaux où ça paraît assez évident. Instagram, TikTok, Snapchat, etc. C'est bien certain que c'est des plateformes qui seront concernées par l'interdiction aux moins de 15 ans. Mais si on parle par exemple de YouTube, a priori ce qui va être mis en place pour une plateforme comme YouTube, c'est que ce sera possible d'aller sur YouTube si on a moins de 15 ans, mais ce sera pas possible de publier soi-même des vidéos si on a moins de 15 ans. En tout cas, c'est l'hypothèse qui est actuellement sur la table. Et voilà actuellement pour ce que l'on sait. Après, il y a encore du flou. Par exemple, une plateforme comme Roblox, oui, c'est un jeu, mais il y a aussi une dimension sociale. Est-ce que c'est seulement certaines plateformes ou est-ce que c'est seulement certains éléments précis du jeu qui seront bloqués? Ça, on ne sait pas encore. Bref, beaucoup de questions et je vais répondre à toutes vos questions et vous tenir au courant plus en détail directement sur Instagram. N'hésitez pas donc à vous abonner à mon compte directement sur Instagram. Vous le savez, le nom du compte, c'est Hugo Décrypte. Vous êtes plus de 5 millions là-bas, donc je vous tiens au courant dans les prochaines heures. Vincent Queijo et Paola de Secret Story, ça a été une histoire à rumeur. Alors, depuis le lancement de la saison de Secret Story, les candidats ne cessent de faire parler d'eux et Paola s'est retrouvée au cœur des discussions après des révélations inattendues de Vincent Queijo. En fait, il a été invité lors d'un live avec Bastos et il a surpris les internautes en disant qu'il connaissait personnellement Paola bien avant son entrée dans le jeu. C'est une proximité qui a suscité des questions alors que Paola fait partie des candidates les plus populaires de cette saison 14. On le sait, depuis le 23 juin, il y a Secret Story sur TMC, il y a des candidats qui sont présents et Paola est vraiment beaucoup aimée avec Océane également. Et au cours du live avec Bastos, Vincent a révélé qu'il a fréquenté Paola. Je cite, il y a encore 2 mois, on dînait ensemble à Paris. C'est une déclaration qui a alimenté les spéculations et il dit c'était uniquement de l'amitié. Selon lui, il n'y a pas eu la moindre ambiguïté entre les deux. Il dit qu'il a rencontré Paola il y a plusieurs années lors d'une soirée à Paris et qu'ensuite il a vécu quelques temps à l'étranger et leurs chemins se sont de nouveau croisés lorsqu'il est revenu en France. Je cite, on s'est remis à discuter, on est allé boire un verre, manger le midi ensemble en toute amitié. Ce n'est pas quelqu'un avec qui je parlais tout le temps. Il dit aussi qu'il ne savait pas du tout que Paola allait participer à Secret Story. Il est habitué à changer avec la production de l'émission et il avait recommandé plusieurs profils dans le passé, mais il dit que Paola ne faisait pas partie de ses suggestions. J'ai été très surpris de la voir dans Secret. Il revient aussi sur sa rupture avec Marois. Il est aussi célibataire aujourd'hui. Il dit, je cite, si une jolie fille arrive, je ne ferme pas la porte. Bref, il parle de pas mal de choses. Il dit qu'il essaye de s'occuper de sa vie, de reprendre un petit peu le contrôle sur sa vie sentimentale, etc., etc. Encore une fois, Marois, c'est terminé si jamais il y a des gens qui se posent la question. Mais Vincent a beau être célibataire, ça ne l'empêche pas de vouloir un petit peu trouver chaussures à son pied, dira-t-on. Dans tous les cas, cette histoire avec Paola, ça a fait beaucoup parler. Il y a des gens qui disent que peut-être il y aurait eu une idylle. Vincent Queijo dit que non. À nous de choisir si on le croit ou pas. Paola de Secret, je vais répondre parce que... Et je vais te montrer pourquoi il parle de ça. Parce que j'ai mis un commentaire. Parce qu'il y a beaucoup de likes de ta part sur le compte et moi, de Paola. je vais montrer par A plus B qu'en fait, Paola et moi, on se connaît depuis des années. Ok. Et qu'il y a encore 2 mois, on dînait ensemble à Paris. Ok. Mais pas date, hein. D'accord, parce que je trouve que c'est ton style, physiquement. Mais je la trouve magnifique, c'est pas le problème. Et déjà, elle est beaucoup plus jeune que moi. Et au-delà de ça, non, c'était vraiment une copine, même pas une amie, c'est une copine. On se voyait, on s'est vu 3-4 fois. T'en as, toi, des amis qui ont fait Secret? On dirait qu'ils castent dans tes relations, non? Ah, tu parles par rapport à Sarah Lopez? Ouais, aussi, ouais. Sarah Lopez, c'est moi qui avais donné le profil. Ouais, voilà. Ouais, Mélanie Dacruz, c'est moi qui avais donné le profil aussi. Ouais, voilà ça. Donc non, Paola, j'ai pas du tout donné le profil et j'étais très surpris qu'elle le fasse. Parce ok, que tu savais pas. Ah, pas du tout. Elle t'avait pas prévenu? Non, pas du tout. Et puis elle est pas et puis c'est pas quelqu'un avec qui on parlait tout le temps. Mais ouais, bien sûr, il faut savoir que moi, je peux liker sur Instagram parce que je joue le jeu si je suis sur Instagram. Ouais, et puis surtout si c'est ton ami. Mais même s'il y a des photos que j'aime bien, je like. Oui. Tu vois. Ouais. C'est pas parce que je like un gros qui est magnifique que c'est vrai je que veux t'as liké des photos particulièrement affriolantes. Ouais. Oui, sur son compte. Bah, la photo était bien prise. Quand elle est un petit peu, elle est un petit peu dénudée, il y a un petit like. Ouais, mais moi je suis pas dans ça. Genre, je joue le jeu, faut liker. Ok, il s'est jamais rien passé entre toi et elle. Jamais. Ok, vous êtes juste devenus potes. Et j'ai même jamais tenté, bien que elle me plaît physiquement. Attention. Mais tu l'as connue comment? Oh waouh, j'ai dû la connaître il y a longtemps en soirée sur Paris.
Ok. Il y a très longtemps. Après, moi, j'ai fait ma vie à l'étranger et je suis rentré sur Paris. Et donc, du coup, bah, on est revenu à discuter. Et puis, bon, bah, on a été se boire un verre. Un jour, on a été manger le midi ensemble. Ok, mais en toute amitié. Vraiment en c'est toute pas- amitié. Voilà. Ok, Vraiment d'accord. toute amitié. Il y a Rafou Peps qui dit ah bon. Oui, il vient de m'envoyer un message en disant Ça tu commence. mens, tu l'as daté. Non, c'est faux, je te le jure. Non mais attends, je vais voir. Regarde, genre c'est vraiment. Ça c'était fin Ouais, mars. mais... ouais, mais après, tu vois, moi, par exemple, quand j'aime bien une meuf, je suis pas particulièrement flirty. Genre, je vais. Avant, moi, si. Maintenant, je vais j'arrive. faire connaissance. Maintenant, j'arrive plus à genre, j'arrive à être ami avec des très belles femmes. Ouais, Juste voilà. ami, ouais. Vraiment. Mais est-ce que ça veut dire qu'il se passera jamais rien ou est-ce que ça veut dire que non, mais vous apprenez à vous connaître et que Ouais, voilà, on peut-être dans apprend le à se futur, connaître, il se pourrait qu'il se passe un truc. Je sais pas, je sais pas la vérité, je pense Ok. pas comme ça. Ok, donc tu te mets quand même pas de barrière définitive. Sur le fait d'être en couple, si, complet. Non, mais sur le fait d'avoir une petite histoire avec une Paola, par exemple. Avec une fille qui est jolie et qui est mon amie, qui pourrait devenir Voilà. un peu plus. Bah non, la vie fait que Exactement, des fois, voilà. c'est comme ça, Voilà. tu vois. Ok, donc... Non, pas du tout, non, voilà. Elle me paraissait vraiment genre totalement ta cam. Dans le mindset et tout, non. Ah ouais? Non, dans les façons de voir les choses, non. On n'est Ok. pas du tout dans la même DA. Ah ouais, vous êtes pas en phase. Voilà, je pense qu'il y a un gros décalage. Tu sais, bah, je suis papa, hein, tu sais, elle est Bah, jeune ça, c'est aussi. sûr, ouais. Non, sur ça, non, pas du tout. Mais en tout cas, qui va... Et Paola, pour les gens qui regardent Secret, moi j'ai pas regardé, j'ai regardé que le premier soir. Ouais. Elle est encore plus belle en vrai. Ah ouais? Vraiment. Genre, tu sais, pas de maquillage. Bon bah tu pourras me la présenter peut-être. Bah, écoute, je te laisserai faire, je sais que t'es très fort à ça. Cassandra Julia a partagé une nouvelle qui lui tient particulièrement à cœur. Après des mois de démarches, d'attente et de doutes, elle a concrétisé un projet. Elle va emménager dans sa nouvelle maison. Elle a annoncé la nouvelle sur Instagram en disant qu'elle avait fini par retrouver un long espoir après une période d'incertitude, un nouveau départ qui marque une étape importante dans sa vie. Elle a été invitée sur Sud Radio en 2025 et elle disait qu'elle percevait des revenus entre 10 000 et 20 000 euros par mois, notamment via l'influence, etc., etc. Sur le plan personnel, on a aussi beaucoup parlé de Simon, on a aussi leur chien Aquarelle et aujourd'hui, c'est une nouvelle étape importante. Cassandra a dit qu'elle allait quitter son appartement, je cite, « Je peux enfin vous l'annoncer, je déménage après des mois et des mois à perdre espoir ». Elle a parlé des difficultés rencontrées avant de concrétiser ce projet. Elle a tenté de vendre son appartement. C'était son tout premier investissement immobilier. C'est une période qui a été très dure, mais aujourd'hui, elle a cette excellente nouvelle. Sans attendre la finalisation de la transaction, elle avait déjà trouvé la maison de ses rêves. Elle en avait parlé d'ailleurs, hein. Je cite, « Il me reste un gros mois dans l'appartement et en août, j'aurai mes clés ». C'est une déclaration qui a été très préparée. Tout comme sa décoration aussi, parce que bah voilà, Cassandra, elle va partager chaque étape. Elle a montré les premières inspi de déco de sa future maison, quelque chose de très Cassandra finalement. Ce déménagement, c'est pas synonyme simplement de nouveau départ dans sa vie privée. Elle dit qu'elle va transformer cette aventure en création de contenu, qu'elle va tout nous partager. Je cite, « On se retrouve à la rentrée pour du contenu spécial aménagement sous forme d'épisodes pièce par pièce ». Franchement, moi j'adore ce type de contenu, donc j'ai hâte de voir. La question est la suivante, est-ce qu'ils vont vivre avec Simon dans cette maison? Est-ce que c'est sa maison et elle continuera d'aller voir Simon de temps en temps, etc., comme ils font un petit peu en ce moment? Dans tous les cas, c'est un projet qui est concrétisé pour elle. Je trouve que c'est quelque chose de positif. Je voulais vous en parler. Cassandra est propriétaire. On n'a pas trop parlé de Stéphanie Clairbois depuis l'accouchement et pourtant, quelques semaines après avoir donné naissance à sa fille, Lana, elle a partagé avec sa communauté un des moments très importants dans sa vie. Elle a dévoilé une vidéo pleine d'émotions qui retrace la naissance de sa fille, fruit de son histoire d'amour avec Nicolas Lodina. À travers ce montage très touchant que vous verrez, elle revient sur les dernières heures avant son accouchement, les premiers instants de vie de son bébé et l'émotion intense qui a été ressentie. On rappelle que la grossesse a largement été partagée sur les réseaux, les internautes ont suivi chaque étape avec enthousiasme et dans cette publication, Stéphanie raconte en détail tout ce qui s'est passé. Je cite, « On me propose d'aller marcher un peu, mais je préfère rentrer à la maison en attendant que le travail démarre vraiment, sur le chemin du retour, les contractions deviennent plus intenses. Pour nous, c'était sûr, on partirait dans la soirée pour aller accoucher et le grand jour était arrivé, elle s'est réveillée avec une énorme contraction, plus de doute possible, les futurs parents attendaient bien l'enfant. Le 22 juin à 13h17, Lana Lodina vient officiellement
agrandir la famille. Elle dit aussi que voir Nico pleurer, ça restera gravé à jamais, étant donné que il a été très ému par ça. Nico, qui a les larmes aux yeux en découvrant sa fille, c'est des très beaux souvenirs pour Stéphanie, mais moi ça ne m'étonne pas parce que c'est pas forcément quelqu'un que j'apprécie pour plein de raisons. Cependant, il y a un truc qu'on ne peut pas lui enlever, c'est qu'il est très famille, ça a l'air d'être un très très bon papa, et donc ça ne m'étonne pas qu'il ait été ému aux larmes. Évidemment, sous cette vidéo et la publication, on a eu énormément de messages qui se sont multipliés. Il y a beaucoup d'internautes et aussi de candidats qui ont mis des messages d'amour. Je vous laisse regarder cette petite vidéo. On continue de parler d'amour avec Adixia. Et oui, après plusieurs mois de discrétion sur sa vie sentimentale, depuis février pour être précis, Adixia ne se cache plus. Elle a décidé d'officialiser sa nouvelle relation en partageant des photos aux côtés de son compagnon étant, j'ai oublié son prénom, Paul. En novembre dernier, Adixia disait qu'elle était séparée de Nicolo, on se rappelle, et depuis cette séparation, elle s'est montrée très discrète. Le 1er janvier 2026, sa résolution était de ne pas se mettre en couple, mais visiblement, ça n'a pas duré, étant donné qu'elle s'est mise avec Paul Champion, un visage qu'on a découvert dans l'île de la Tentation, les 50 et les apprentis champions. L'officialisation a confirmé les rumeurs qui circulaient depuis plusieurs semaines et plusieurs mois. Aujourd'hui, le doute n'est plus permis. Adixia en a parlé. Sur les photos et les vidéos, on a eu pas mal de choses parce qu'elle a posté plein de trucs du coup depuis qu'elle a officialisé. Il y a plein de gens qui disent votre couple respire la tendresse et la passion, plein de bonheur à vous deux, très joli couple, en plus ton homme, ça se voit que tu peux compter sur lui. Et j'arrive plus à parler là, ça y est. Il y a quand même eu énormément de critiques concernant cette nouvelle relation, étant donné qu'il y a des gens qui disent que Adixia est dépendante affective, qu'elle ne sait pas tenir 3 mois sans se remettre avec quelqu'un, que voilà, enfin bref, j'ai vu des choses assez horribles, je vais pas vous mentir, alors qu'on parle juste de quelqu'un qui s'est remise en couple. Donc oui, elle a pas respecté sa résolution de ne pas se mettre en couple pour l'année 2026, mais en soi, elle a rien fait de mal. Ils ont gardé leur couple secret depuis des mois, donc ça a l'air de durer et de fonctionner quand même. Là, ils ont décidé de l'afficher, je ne sais pas pourquoi, et j'espère que ça va pas leur desservir, mais j'ai vu des gens être vraiment très durs avec eux. Moi, je leur envoie tout le bonheur du monde, j'espère que ça fonctionnera, et j'espère que Paul n'est pas en train de l'utiliser. Je termine ce cœur actu évidemment avec Carla Moreau. Dans la nuit du 22 au 23 juillet, il s'est passé quelque chose pour Carla Moreau. Selon les informations du Parisien, la voiture de Carla a été incendiée devant son domicile à Marseille. Sur place, les enquêteurs auraient découvert une lettre qui revendiquait les faits au nom de la DZ Mafia. À l'arrivée des secours, le véhicule était détruit par les flammes. Il ne restait plus qu'une carcasse calcinée devant le domicile de Carla. Et quelques mètres plus loin, on a retrouvé un courrier signé de la DZ Mafia, une organisation criminelle marseillaise. À ce stade, les motivations de cet acte restent inconnues. Heureusement, Carla ne se trouvait pas chez elle au moment des faits. D'après le Parisien, elle est à Monaco, comme en témoignent plusieurs publications sur les réseaux. Elle a été prévenue à distance de l'incendie et elle n'a pas réagi publiquement. Son avocate n'a pas souhaité faire de commentaires. Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances précises de l'incendie et d'identifier les auteurs. Les enquêtes devront établir si cette attaque est liée à la vie privée ou à l'activité professionnelle de Carla. Alors cette affaire, elle intervient plusieurs années après la polémique sorcellerie et il y en a beaucoup qui disent que peut-être Danae pourrait être derrière tout ça. Moi, je vais pas lancer d'accusation, c'est juste ce que j'ai lu sur les réseaux. Cette fois-ci, c'est un nouveau dossier, quoi qu'il en soit, qui est ouvert pour les enquêteurs. Carla n'a pas réagi au moment où je vous parle, je vais aller regarder quand même, mais il ne me semble pas qu'elle ait réagi. Dans tous les cas, c'est extrêmement flippant comme histoire. Et je vous avoue que ça fait peur, mine de rien. Toujours aucune réaction, aucune story, peut-être qu'elle le fera prochainement. Et moi, évidemment, je vous tiendrai au courant. Deux actualités internationales aujourd'hui et je commence par l'intelligence artificielle qui continue de s'imposer. Mais cette fois-ci, une chanteuse, Lorde, a décidé de prendre publiquement position contre Spotify en dénonçant une nouvelle fonctionnalité alimentée par l'IA. Elle est très remontée et elle a partagé un long message sur Instagram dans lequel elle critique autant les erreurs factuelles de l'outil que son impact sur la manière dont les œuvres sont perçues. Alors en fait, tout est parti d'une capture d'écran. En gros, on a un de ses morceaux, Current Affairs, accompagné d'un nouvel encart baptisé
About the Song. Et cette fonctionnalité, qui est actuellement testée en version bêta sur Spotify, utilise l'IA pour générer des informations contextuelles sur la chanson. Donc en gros, l'outil s'appuie sur différentes sources disponibles en ligne, etc., etc. Et en fait, dans le cas de Lorde, les informations affichées étaient totalement erronées. Elle dit, je cite, non seulement c'est faux, je vais prendre un risque en le disant, mais on ne veut pas dire ça, c'est inexact, mais réduire une musique à une signification générée par IA dès sa source donne l'impression de limiter la liberté d'interprétation. Et c'est vrai, la musique c'est un art et généralement c'est libre d'interprétation, et là du coup en fait on nous coupe un peu l'herbe sous le pied. Pour Lorde, une chanson appartient aussi à ceux qui l'écoutent, chaque auditeur est libre d'y trouver son propre sens, ses propres émotions ou sa propre histoire, et en gros, ben voilà, elle est un petit peu en colère par rapport à ça. Je cite, permettez au moins aux artistes de s'en désinscrire s'il vous plaît, parce que du coup c'est obligatoire. Et Spotify a répondu. Il rappelle que cette fonctionnalité est en phase de test, qu'ils veulent continuer à améliorer cet outil et que l'objectif est de proposer des informations toujours plus pertinentes. C'est un débat qui est loin d'être terminé parce que tout ce qui touche à l'intelligence artificielle hérisse le poil des artistes et franchement, je peux l'entendre. Il y a des risques d'erreur, des libertés artistiques qui sont littéralement foutues, le respect des auteurs, etc., etc. Avec cette prise de parole très remarquée, Lorde relance une nouvelle réflexion par rapport à l'IA et à la musique. Vous me direz ce que vous en pensez, mais plus le temps avance et plus l'intelligence artificielle prend de la place dans notre monde, et j'avoue que c'est un petit peu chaud quand même. Après être tombé sous le charme de la galette saucisse et du Queen Amman, Eva Longoria poursuit sa découverte des spécialités de l'ouest de la France. Et cette fois-ci, c'est une boisson emblématique de Bretagne qui a attiré son attention, le Brace Cola. Elle a été de passage dans un restaurant pour le tournage de sa nouvelle émission qui est consacrée à la gastronomie française, et elle s'est prêtée au jeu d'une dégustation qui a donné une séquence virale sur TikTok que vous allez voir. Alors Eva Longoria, elle multiplie les découvertes depuis son séjour en France. Elle a son émission Searching for France qui est consacrée aux richesses gastronomiques du pays, et elle a franchi l'étape de l'ouest de la France. Son but ici était de boire une bouteille de Brace Cola, le célèbre soda breton créé en 2002 par une entreprise Far West. C'est une alternative au Coca-Cola avec une identité régionale très forte, et Eva Longoria dit c'est tellement vintage. Elle a été séduite par l'identité visuelle de la marque et elle poursuit sa dégustation, et elle dit ce n'est pas du Coca-Cola mais c'est pas mal. Bref, on a beaucoup de choses autour de ça avec Eva Longoria. Moi je vous avoue que ça me fait mourir de rire de la voir en France en train de déguster nos meilleurs plats, et j'ai hâte de voir son émission parce que franchement ça m'intéresse de ouf. Alors en gros elle tourne ce qui s'appelle Searching for France. C'est une émission qui met à l'honneur toutes les traditions culinaires françaises. Au fil des épisodes, elle va à la rencontre des producteurs, des restaurateurs, des artisans et des passionnés pour découvrir des spécialités. Est-ce que vous, ça vous tente de voir Eva Longoria goûter notre nourriture? Regardez. No, it's not bad. It's not Coke, but it's not bad. That's right. So it's like more raw, I would say. Right? Looks vintage. Le gros dossier, Héloïse Appel, Naka et Tom. Alors premièrement, je vous ai fait une vidéo à la fin de la semaine qui revient sur tout ça si jamais ça vous intéresse. Mais Héloïse Appel a été mise dans la polémique étant donné qu'il y a des internautes qui lui reprochent de voyager sans sa fille, Valentina. Après plusieurs mois éprouvants, elle a décidé de s'accorder quelques jours de repos. Elle est à Manorque et elle profite des vacances en solitaire ou pas. Mais il y a un détail qui n'a pas échappé aux internautes, sa fille n'est pas présente. Et en gros, il y a des gens qui lui disent « Allez, t'es comme les autres, je pensais que t'étais autrement, mais on est déçus. Tu préfères vivre ta vie sans ta fille ou de temps en temps, c'est ton choix. » Et en fait, Héloïse, elle réagit, elle dit « Mais c'est le principe de la garde alternée, c'est pas comme si j'avais le choix, c'est le principe et le concept. J'aime ma fille plus que tout au monde et je préférerais bien évidemment passer tout mon temps avec elle, mais les choses sont ainsi. » Elle continue, elle dit que les moments loin d'elle sont déjà difficiles pour recevoir ce genre de message. Et en vrai, moi je vous le rappelle encore une fois, mais Héloïse c'est aussi une femme avant d'être une maman, il y a une garde alternée, la petite a un papa, tout va bien, les gens sont beaucoup trop investis. Ce n'est pas tout parce qu'évidemment on a aussi toutes les rumeurs avec Tom. Depuis plusieurs semaines, on a des indices qui laissent penser que Héloïse et Tom sont ensemble. Alors dernièrement, Héloïse, elle a dit qu'elle avait déménagé. Je cite, le déménagement c'est fait, il faut avancer sur la nouvelle maison, j'ai hâte de recevoir mes meubles, patati patata. Et on sait qu'elle va
être au casting de la Villa des Cœurs Brisés avec Tom. Et du coup, Aquababe, il a commencé à partager des infos, notamment une vidéo qui a été tournée le 14 juillet à Marbella. On voit Héloïse en terrasse avec Tom Bruce et quelques jours plus tard, il diffuse aussi des images qui les montrent ensemble à Minorque, où elle est censée être seule en vacances. Il y a des internautes qui disent que Héloïse est libre de refaire sa vie, mais il y en a d'autres qui sont beaucoup plus critiques sur l'identité du prétendu compagnon. On rappelle que Tom a fait des crasses notamment à Sarah Lopez avec une rupture qui a marqué les téléspectateurs. Je cite, personne n'a oublié ce qu'il a fait à Sarah. Tom, sérieusement, j'espère que ce n'est qu'un ami. Après Naka, elle mérite mieux. Héloïse en couple avec Tom Bruce, les internautes explosent. Quel mauvais choix. Depuis plusieurs jours, une nouvelle rumeur enflamme les réseaux sociaux. Selon le blogueur Aquababe, Héloïse aurait été aperçue très proche de Tom Bruce lors des festivités autour de la finale de la Coupe du Monde. Une information qui fait immédiatement réagir les internautes quelques mois seulement après la fin de son histoire avec Anthony Naka. Même si ni Héloïse ni Tom Bruce n'ont confirmé publiquement être en couple, cette supposée proximité suffit déjà à déclencher une véritable tempête sur TikTok, Instagram et X. Entre ceux qui pensent qu'elle a enfin retrouvé le bonheur et ceux qui estiment qu'elle fait une erreur, les avis sont complètement partagés. Pendant longtemps, beaucoup espéraient un retour entre Héloïse et Anthony Naka. Leur séparation avait profondément marqué leurs abonnés, qui voyaient en eux un couple solide malgré les difficultés rencontrées. C'est pourquoi cette nouvelle rumeur surprend autant. Selon Aquababe, les deux candidats auraient été aperçus très complices, échangeant des regards, des sourires et passant une grande partie de la soirée ensemble. Ces images ont rapidement circulé sur les réseaux sociaux, alimentant toutes les spéculations. Mais comme souvent avec ce type d'informations, il est important de rappeler qu'aucune confirmation officielle n'a été donnée. Et en fait, depuis ce début de rumeur, on a de plus en plus de photos, de stories, de machins, de bidules, où on les voit littéralement au même endroit, au même moment. Donc je vous le dis, la relation, elle est 100% véridique, elle est 100% confirmée. Et d'ailleurs, Tom, il réagit aussi un petit peu, fidèle à lui-même, à certaines publications. Il met des cœurs, il reposte Aquababe en story en disant, bah voilà, genre en parlant de ça, etc. Donc en fait, il confirme à demi-mot quand même cette relation. Et moi, je vous avoue que je me dis, Héloïse, j'espère que tu fais attention parce que Tom Bruce, il a des sacrés bagages derrière lui et j'espère qu'elle est au courant de ce qu'elle fait. Je vous laisse regarder un petit contenu que j'avais fait où justement Tom réagit. Attendez, je vais vous retrouver ça tout de suite. Oui, voilà, Tom répond au couple avec Héloïse. Je vous laisse regarder. Tom Bruce confirme à demi-mot sa relation avec Héloïse de la Villa des Cœurs Brisés. Je suis choqué, on va en parler tout de suite. On rappelle que Héloïse et Naka et Tom seront présents sur la Villa des Cœurs Brisés et que de base, Héloïse devait y aller pour régler ses problèmes. Je pense que Naka y allait pour la reconquérir et finalement, elle se serait rapprochée de Tom Bruce. Vous entendez des bruits derrière, c'est normal, c'est mon chien qui est en train de marcher. Plein d'articles autour de ça. Héloïse et Tom seraient-ils en couple? La rumeur enflamme les réseaux sociaux. Entre Tom et Héloïse, notamment après les vidéos que Aquababe a postées, notamment le 14 juillet, mais aussi des petites vidéos ici et là, notamment des stories au même endroit, au même. Si vu ça, je pense que la personne s'est trompée, Carla Moreau ira Foupeps. Non, on parle vraiment d'Héloïse et Tom. Sa rupture a été difficile et d'ailleurs je vous prépare une vidéo sur YouTube qui va arriver, qui est assez longue, qui revient sur tout ce qui s'est passé et les rumeurs actuelles, mais Tom a réagi. Cette fameuse vidéo du 14 juillet que Aquababe a postée, il a mis un petit message en dessous, notamment en qualifiant Tom Bruce de personne toxique et de tête de con. Et à ça, Tom a réagi. Dans sa story, il a posté une photo d'Aquababe, il a dit « Bonjour, je sais que j'ai une tête de con, mais je souhaite le bonheur à tout le monde. Spreading love, Aquababe. » Ce qui nous laisse sous-entendre que 1, il a vu le post, que 2, il y réagit, il ne dément rien, il confirme rien, mais pour moi, ça ressemble un peu à une confirmation. Qu'en pensez-vous? Et encore une fois, Héloïse et Tom, j'arrive pas à comprendre. Voilà tout le monde pour cette émission Mix the Tea aujourd'hui. J'espère sincèrement qu'elle a pu vous plaire. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner. Le deuxième emoji de la semaine arrive et il s'agit d'un ananas. N'hésitez pas à mettre un ananas dans mon espace commentaire ou à écrire le mot ananas. Merci pour votre fidélité, je vous embrasse très fort. On se retrouve tous les jours de la semaine pour des vidéos et des lives et dimanche prochain pour un nouveau Mix the Tea. C'était Rudy, prenez grand soin de vous. Bisous, bye tout le monde.